Émission 841. Cette semaine, It's Only Teenage Westland. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? Avec un point d'interrogation dedans. L'ensemble? Benoît Mercier au micro et cette semaine, chanteur d'une équipe dont les membres auraient dû commencer à investir en immobilier à l'âge de 5 ans. On s'en parlait tantôt avant l'émission, hein, Pierre? Si j'avais investi en crypto, là, je serais pas ici aujourd'hui. Ah, tu serais pas ici? Non, je nettoyerais les planchers dans un McDo, probablement. Le premier prétend que nous sommes tous le Dungeon Master Novi, Gauthier Langevin, est avec nous. Salut, Gauthier. Salut. Comment ça va? Ouais, ça va très bien, ça va bien. Bonne journée au travail, bonne semaine. Ouais, il fait beau. Il fait moins froid qu'hier. Oui, c'est ça. Il va faire 15 demain. Il n'y a rien de décraqué à demain. Moins chaud que demain. 15 demain? Oui. What the Malade. fuck? Ouais, tout le monde a la même réaction. Tout le monde fait comme ça. Y a-t-il encore du monde qui nie les dérèglements climatiques? Oui, oh oui. Et vous avez entendu sa douce voix, le dernier... Attends une minute. Le dernier pour lui, une visite chez le dentiste est une source d'inspiration, voilà. C'est un peu vrai. Il vient présenter son plus récent livre, La mort sur ordonnance, publié chez les Éditions de l'Homme. Notre ami Simon Predge est avec nous. Salut, Simon Predge. Salut Ben, allô Gauthier, je suis content de te voir. Hey, Predge, je suis content de t'avoir. Ça fait un petit bout que tu es venu. Je pense que la dernière fois, tu étais avec notre ami Étienne Forêt. Le Décideret. C'est l'hiver dernier? Ben oui, c'est ça. Ça a fait à peu près 1 an, puis c'était ici. Je me rappelle d'être venu ici, mais je me souviens pas du contexte ni la BD qu'on avait lue. Moi non plus. Il y en a 841, fait que à un moment donné... Il y avait des cases. Il y avait des cases, il y avait des petits bonhommes. Des petits bonhommes, oui, c'est ça, exactement. Mais je pense que ça fait plus ou moins 1 an, là, la dernière fois. Ouais, peut-être. Mais là, c'est ça. Là, tu viens de présenter ton 3e livre. Yes. Ton 3e livre, tu pensais-tu dire ça un jour dans ta vie? Hey, je pensais jamais dire le premier. Le premier est incroyable. Mais le 3e, là, c'est... En fait, là... C'est juste à partir de cela que j'assume maintenant de ton dire titre d'auteur. Je suis auteur. Wow. Le premier, le 2e, dans ma tête, c'est encore je suis chanceux de faire ça, mais c'est comme une gamique, là, tu sais, je suis pas auteur comme tel parce que j'ai fait des livres, mais là, le 3e, je l'assume. Là, je suis auteur. Là, t'es rendu auteur. Fait que là, tu vas prendre les choses pour acquis, puis tu vas devenir désagréable. C'est ça qui va... Ben non. Tu me connais quand même mieux que moi. Si j'étais pas m'enfler la tête, ça aurait été fait il y a longtemps très sur des sottises. Oui, probablement. Exactement. Mais on rappelle aussi que t'es t'es pas un des collaborateurs. Tu mènes presque la baraque. T'es chez Frisson TV. Tu as tes émissions chez Frisson TV. Tu crées du contenu pour eux autres. Tu fais de l'accordo également. Puis tu as une nouvelle série qui s'en vient. Là. Je pense que c'est à l'été. Ce printemps, parce que l'after show avec lequel on a fait 4 saisons, c'est terminé parce que là, j'avais peur de me répéter à un moment donné. Mais là, on va se lancer sur un autre show sur les Video Nasties, ces films censurés, bannis à l'avènement du VHS au Royaume-Uni à l'époque. On va décortiquer puis présenter ces films-là. Mais là, je dis non, c'est pas vrai. Je dis décortiquer, mais c'est pas le bon terme parce que after show, on parlait des films après le film. Là, je pouvais tout dire, c'était pas grave, mais là, ça va être présenté avant le film. Donc là, il y aura pas de spoilers, pas de divulgateurs. Je vais plus faire une historique, présenter qu'est-ce qu'on s'apprête à regarder, le placer en contexte, puis parler un petit peu de sa place sur la liste des Video Nasties. Est-ce qu'il méritait d'être là? C'est des films, j'imagine, que le 3/4 du public n'aura pas nécessairement déjà vu. Si c'était des films qui étaient bannis là-bas, est-ce que c'est quand même disponible ici à l'époque? Ben, chaque pays a son propre système de censure ou de cotation, donc c'est pas parce qu'il est banni au Royaume-Uni qu'il est pas disponible ici. Non, mais ils sont peut-être plus rares ici, c'est ce que je veux dire. Ben, je te dirais, les films qui sont le plus rares dans la liste pour nous ici, ben, c'est surtout des films moins intéressants. Les meilleurs films de la liste, on y a eu accès déjà. Sinon, c'est possible que ça ait été peut-être des versions censurées. Là, on va les présenter en version intégrale, ou du moins la version la plus intégrale qu'on a été capable de trouver. Donc, même moi, j'ai découvert des affaires que j'avais jamais vues. Un film que je pensais bien connaître. On a remis la main sur une version non censurée. Puis j'ai réalisé que toute la fin du film avait été coupée dans ma version. J'avais aucune idée comment le film se finissait finalement. Fait que tu sais, il y a toujours des surprises comme ça, évidemment. Puis je pense que des fois, c'est des films qu'on veut revisiter, qu'on n'a pas vu depuis des années. Je veux dire, là, je vais m'adresser au public fanatique de cinéma d'horreur.
Tout le monde a vu Blood Feast. C'est le premier film gore de l'histoire du cinéma réalisé par Archel Gordon-Lewis. Mais les fanatiques d'horreur, on l'a vu Blood Feast. Mais c'est pas grave, c'est intéressant de le regarder des fois avec un autre œil, d'essayer de discuter de qu'est-ce qui a pu causer, qu'est-ce qui l'a mis sur la liste. Le premier épisode d'ailleurs, ça va être toute l'histoire. On a une petite primeur, là. Toute l'histoire de Video Nasties en détail. C'est très politique, là, mais j'ai essayé de monter de quoi de le fun, pareil. Beaucoup d'extraits d'archives, autant de vieux journaux que de télévision, de téléjournal, de politiciens qui chialent contre le gore. Oui. Fait que j'ai vraiment trouvé une tonne d'archives écœurantes pour monter un premier épisode documentaire. Je peux poser une question qui m'est revenue souvent, là, gens qui écoutent Frisson TV. En entrevue avec, ça revient-tu? Ça revient pas? Hey, j'aimerais ça te répondre, mais je le sais pas. J'oublie souvent que je l'ai fait, ce show-là. Comme une fois sur deux, je suis comme « Ah oui, c'est vrai, jadis, j'avais fait ça. » Non, mais il y a des projets comme ça qui sont éphémères, puis c'est pas grave. Ben, en fait, tous mes projets ont été éphémères à part non, mais on peut en parler quand même parce que la raison... chez Frisson TV, là, il y a un boss, puis that's it, là, c'est tout petit. C'est un projet d'amour, par contre. Exact. Mais au final, c'est le boss. Il appelle pas tout le monde pour nous informer de tout ce qui se passe. Fait que des fois, on a de la misère à avoir des informations sur la suite des choses. Par contre, là, ce qui arrive, c'est qu'on arrive à la fin de bien des affaires qui se tramaient. Il y a sa nouvelle plateforme web qui s'en vient possiblement en septembre, peut-être un petit peu plus tard, mais on l'espère en septembre, ça devrait être actif. Ça a été un gros morceau dans lequel il a investi beaucoup puis ça a coûté cher. Ouais. Il y a aussi le projet de Rémi, Time Man, qui a été diffusé en épisode, mais qui va faire le tour des festivals en format film. Exact. C'est pas négatif ce que je dis, mais ça a dépassé les budgets qui étaient déjà très petits. Ouais. Mais ça, cet argent-là, ben, on peut pas l'inventer. Non, je sais, je faisais une blague. Là. Non, mais tout ça pour dire, il y a eu beaucoup d'investissements. Autant pour... Moi aussi, je suis affecté par ça. Il y a eu beaucoup d'investissements dans les dernières années chez Frisson. Puis là, on arrivait au core. En plus, avec Time Man, qui a coûté cher. Fait que là, au final, moi, le patron, il m'a moi-même dit, là, dans pas trop long, là, on va reprendre... Non, dans pas long, on va justement reprendre notre vitesse de croisière normale, puis les budgets vont redevenir normales. Je sais pas ce que veut dire normal pour lui, mais ça veut dire que là, il reprend les nouvelles émissions tranquillement. Je vais m'essayer d'ici quelques mois, je vais leur poker, voir ce qu'il y en a. Faisait une belle liste d'invités, là. Ouais. On l'avait déjà. On l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. Alors, sors une liste d'invités, puis monde dit que tu dors pas, là. Bon. T'es prêt pour relancer ça. Ça fait longtemps, là. Je vais pousser moi aussi. C'est le temps. Excellent. Merci, Predge. On a notre ami Laurent Boutin aussi qui va se joindre à nous. Yeah. Mais avant de recevoir Laurent, qui a maintenant une clé, hein? Puis comme Predge le dit avant l'émission, il n'y a pas une fille ici qui a une clé, mais Laurent, lui, il a une clé. Merci, Predge. C'est très gentil. Je voulais avoir des nouvelles de notre ami Gauthier parce que la semaine passée, tu n'étais pas là. Tu revenais d'un long week-end à Chicoutimi où vous avez participé à un festival, plein d'activités là-bas. Puis je voulais que tu nous fasses un petit compte-rendu. Ça a été plaisant? Oui, c'était fou. On est allé virer au Saguenay de jeudi à dimanche dernier, donc entre le 14 et le 16. Olivier Carpentier était là depuis un petit bout. Déjà, il a fait comme une tournée d'école primaire, rencontrer les secondaires, en fait, rencontrer les jeunes, parler de dessin, parler de bande dessinée. C'était vraiment à l'initiative du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui nous a invités pour faire plein d'activités là, entourant la bande dessinée au Québec. Puis parce que, tu sais, il y a comme au dernier Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on avait vu qu'il y avait vraiment un intérêt pour la bande dessinée là-bas. Puis les gens ils avaient envie de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles BD. Puis on s'est dit, bon, ben, on va revenir plus rapidement, tu sais, à la place d'attendre un an de revenir au salon. Fait que 6 mois après, on est retourné. Puis on a fait des dédicaces en librairie à Jonquière puis à Chicoutimi, des ateliers. C'était une bonne gang, je pense. Il y avait Olivier Carpentier, il y avait Caroline Brault qui était là également, mais qui d'autre? Ouais, il y avait Jimmy Beaulieu puis Jake aussi qui était avec nous autres. Puis sérieux, l'accueil était vraiment incroyable. Là. Ça a été formidable. Tu sais, on a eu des interviews genre dans le journal Le Quotidien, on est passé à Radio-Canada, on est allé voir Martin à Kick FM qui anime une émission qui s'appelle l'EPM. Puis lui, c'est vraiment genre un immense fan de bande dessinée. Il y a un podcast qui s'appelle Les Injustes avec Alan qui est nos auditeurs. Là. Exact, il est membre des Injustes. Fait que, tu sais, au Salon du Livre, il nous avait déjà invité parler avec Jake puis Jimmy à son émission. Puis là, ben,
on est revenu le voir à son émission pour parler justement de nos différentes activités. Puis sérieux, le Saguenay, c'est malade. C'est au niveau culturel, au niveau même des affaires, c'est vraiment super développé. On a vraiment beaucoup aimé ça. Comment s'est passé le fameux quiz BD qui était sold out? C'était malade. Ouais, c'était à la Tour à bière à Chicoutimi, c'est sur la rue Racine. On a rempli le 2e étage, il y avait plein de monde, c'était nice. Cool. On a fait une version comme soft, un petit peu, là, parce que la version de Laurent de l'époque était vraiment trop top. Ouais, il paraît que les gens étaient en maudit contre Laurent. Parce que il avait construit un quiz qui était épouvantable. Fait que non, c'était vraiment le fun. Puis tu sais, tout le monde avait comme des cartes Joker. Qui pouvaient utiliser une fois pendant le quiz pour venir nous poser une question à nous autres, puis nous autres, on répondait. Je pense qu'on n'a pas fait perdre de points à personne. C'est bon, ça. Parce que là, la carte Joker, ça veut pas dire que vous avez la réponse. C'est ça, les gens s'essayaient. Tu sais. Mais non, c'était vraiment le fun. La bière est bonne. Oui. Elle coulait à flot. Très bonne. Ouais. Ouais, un peu. Mais pas trop, juste assez. Est-ce qu'on s'est bien adapté avec les années, Gauthier? Parce que moi, je me souviens que quand je vous ai rencontré il y a presque une quinzaine d'années maintenant, c'était un petit peu le party. Mais on fait encore le party, mais on s'assagit, j'ose espérer. Ben, tu sais, on fait le party, mais pas la première journée qu'on se voit, tu sais, dans les événements. Ça, on a appris. Ouais, on attend comme l'avant-dernière journée, tu sais, avant de l'échapper. Fait que, non, c'est ça. Puis, tu sais, je parlais avec Martin, puis Martin, il m'a dit au bar, en fin de soirée, il était comme là, dis là, au mystérieux là, qu'au Saguenay, là, c'est pas juste des pick-up, puis... J'ai jamais dit ça. Non, toi, t'as jamais dit ça. Tout le temps ça! Non, c'est pas vrai, il a jamais dit ça. Il m'a dit de passer le message à nos auditeurs, de dire, là, les idées préconçues au sujet des régions. C'est fini. On a beaucoup d'auditeurs des Mystérieux en région qui sont aussi sur le Discord des Mystérieux. Moi, personnellement, j'ai sorti avec 2 filles du Saguenay. Fait que, OK. Voilà. Pas, tu vois, le droit de faire des commentaires. C'est ça. Non, puis le droit, j'en ai un. Le droit, j'en ai un. Ça m'a surpris aussi de voir à quel point, pour vrai, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'est pas là au Lac-Saint-Jean, là, on est vraiment resté au Saguenay, mais il y a tellement de coop de solidarité, là, ça m'a fait capoter, genre. Ouais. T'es comme, OK, les gens, ils se sont pris en main, ils ont pris leur destin en main, puis genre, ils ont récupéré des entreprises, puis ils run à la gang, puis ça a l'air d'aller super bien. Tu sais, la librairie Les Bouquinistes où on est allé, c'est tous des employés qui ont repris ça, genre après comme 40 ans d'existence, puis c'est eux qui runnent le show, là. C'est malade. Moi, je trouve ça super les gens du Saguenay, regardez ce qui se passe au niveau du logement en ce moment à Montréal. Ouais, prenez des notes. Parce que ça s'en vient dans votre bout. Continuez à faire des coops, guys. Oui, exactement. Vous avez trouver un bon filon, je pense. Sauvez-vous pendant qu'il est encore temps. Parce que nous autres, il est rendu trop tard. Ouais, c'est ça. On y pense. On y pense. Moi, je suis comme... Moi, j'y ai pensé. Je pourrais investir. J'irais, moi, en coop. Mais juste, mon salaire est trop bien pour l'instant, ce qui est ironique à dire. J'ai pas fait d'argent pendant genre 40 ans. Puis là, mon salaire est correct. En tout cas, est-ce que tu avais des auditeurs des Mystérieux? Ben, vous venez par le dire, cette phrase-là. Est-ce qu'il y a des auditeurs des Mystérieux qui sont venus vous voir? Oui, d'ailleurs, ça c'est drôle. Il y avait un barbier qui a offert une coupe à Jake parce qu'il savait qu'il s'en venait au Saguenay. Pourquoi il offre tout le temps des trucs gratuits? Moi, j'en veux des affaires gratuites aussi, des fois. Oui, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là? Il était là au quiz. Puis, je pense qu'ils ont gagné. Genre, il a comme gagné une des rondes en plus. Il a l'air vraiment fin. On a des bons auditeurs. Bon. Est-ce qu'il a coupé les cheveux à Jake? C'est la question. Je ne pense pas. OK. Moi, je suis dû pour une coupe de cheveux. Là. C'est ça de même. La tuque est pas là pour rien. Pour vrai, la tuque est là pour gérer les cheveux en ce moment. C'est vraiment pour ça. Pour ça, je porte des chapeaux. Ben, merci, Gauthier. On va, justement, en parlant d'auditeurs en région, on a reçu un message. On nous a laissé un message vocal sur SpeakPipe. Donc, on a un message de Jean-Sébastien Tifo. Salut les mystérieux, c'est Jean-Sébastien qui vous parle de Sept-Îles sur la Côte-Nord. J'aurais une question pour vous. Est-ce que vous avez vu la série Blue Eye Samurai sur Netflix? Et si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi la série d'animation Pluto, aussi sur Netflix. Savoir qu'est-ce que vous en avez pensé aussi. Bonne journée.
Merci, Jean-Sébastien. Moi, je les ai pas vus, mais voici ce que j'en pense. On n'est pas sur Internet. Ben oui, on est techniquement sur Internet. T'as-tu vu ça, toi, Gauthier? J'ai vu les trailers pour les 2 séries que je n'ai pas encore écoutées, mais c'est sur ma liste parce que tout le monde m'a vraiment, vraiment recommandé Blue Eye Samurai. Il paraît que c'est super bon. Fait que si tu ne l'as pas écouté, garochez-vous. Là, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment très bon. Pluto, je suis intrigué parce que j'ai lu la série de manga. Oui. Puis j'ai peur un petit peu d'être déçu, mais en même temps, je vais l'écouter quand même parce que c'est vraiment un univers que j'aimais beaucoup. Tu sais, c'est dans l'univers de Astro Boy. Mais ça... Revampé. Comment? Revampé. C'est un polar dans l'univers d'Astro Boy. Ouais, exactement. Fait qu'il y a comme il y a des robots qui se font assassiner. Puis on mène l'enquête pour savoir qui est le mystérieux meurtrier de ces robots-là. Mais non, les 2, j'ai pas vu les 2, mais j'ai vraiment hâte de voir les 2. Même chose pour Pluto. Pour moi, j'ai lu la série dans le temps, puis j'avais bien hâte quand l'annonce avait été faite. Il paraît que c'est une bonne adaptation. Justement, on parlait d'Olivier Carpentier, l'auteur Olivier, tantôt. Je pense qu'il l'a vu, je pense qu'il a apprécié. Puis c'est une toute petite série de 9 numéros. C'est quand même, ça se lit bien là, pour une série de manga. Donc mon objectif, c'était de la relire, puis après écouter la série juste pour pouvoir être en mesure de comparer. Mais c'est dans mes plans. Donc, éventuellement, je me ferai un petit double feature, lire les 9 numéros plus la série. Mais c'est pas encore fait, malheureusement. Mais merci pour ton message, Jean-Sébastien. Comme on n'a pas de critique, j'ai peut-être une question. J'aimerais ça vous entendre dessus. Je me doute de votre réponse, mais je suis quand même curieux. À quel point vous autres, ça vous affecte négativement quand il y a une œuvre que vous aimez qui est adaptée, mais qu'il y a des libertés qui sont prises? Puis là, je dis liberté, mais en réalité, c'est une adaptation des choses qui changent, qui évoluent. Est-ce que vous êtes ouvert ou vous avez le réflexe de vous fermer un peu puis vous forcez à y donner une chance? Comment vous recevez ça? Moi, je pense que je suis bon public. Je pense qu'avec les années, j'ai appris qu'il y a des choses beaucoup plus graves qu'une adaptation qui n'est pas l'image, une projection mentale. J'ai pas de problème. Oui, mais outre ça, je comprends, oui. Non. Je sais qu'il y en a qui aiment ça chialer beaucoup là-dessus, mais je veux dire, même juste normal, là, je veux dire, êtes-vous déçu si l'adaptation va ailleurs? Pas si elle va ailleurs. Si le cœur est respecté, j'ai pas de problème. Tu vois, je te donne un exemple dans les dernières années, puis là, ça a changé un peu parce qu'il y a eu d'autres séries qui ont vu le jour, mais quand Star Trek Discovery est sorti, j'ai trouvé ça excessivement décevant parce que, pas parce que c'était pas calqué sur une image que j'avais dans ma tête, mais parce que je trouvais que le cœur de ce qui était Star Trek n'y était pas. OK. Puis il y a d'autres séries qui sont sorties depuis qui, pour moi, sont beaucoup plus Star Trekiennes que ce qui était Discovery. Donc ça m'était ma déception. Parce qu'il te manquait quelque chose, mais pas juste parce que l'adaptation a été changée. C'est normal que le truc soit différent. C'est un langage. Ça évolue. Il y a des libertés, il y a des questions de rythme, il y a des questions du médium aussi qui a ses particularités. Puis tu veux surprendre aussi le lecteur ou le spectateur? Fait que moi, qu'il y a des adaptations, c'est ça le terme. C'est pas une transposition, c'est une adaptation. Ça vient dans le titre. Je n'ai pas de problème avec ça, qu'on prenne des libertés. Je pense que dans le temps aussi, le public, il change. L'actualité évolue, la politique change aussi. Fait que je pense que c'est ça le gros défi d'une adaptation, c'est de continuer à respecter l'âme de l'œuvre tout en faisant triper la nouvelle audience qui va être amenée à consommer ce produit-là. Je pense que Watchmen l'avait quand même très bien fait. Dans le film, vraiment. Parce que, tu sais, je veux dire, la fin, elle change, sauf qu'elle est adaptée en fonction des peurs du moment. Puis ça, j'avais trouvé ça vraiment une bonne idée. Oui, c'est brillant. Puis, tu sais, Dune, là, je sais pas, Predge, tu l'as vu, mais... J'ai pas vu le deuxième encore, là, mais... Tu sais, le deuxième, il est vraiment... tu sais, il y a eu des libertés là, qui ont été prises, tu sais, pour adapter tout ça, puis... comme je le disais il y a 2 semaines, pour moi, c'est limite meilleur que le livre. Là, c'est beaucoup dire, toi qui es fan du livre en plus. Oui, c'est ça, mais je considère que tu peux plus raconter ce genre d'histoire-là de la même manière, texto, que dans les années 70. Donc, tu es en train de dire que par rapport à Dune 2, je vais appeler ça les évolutions par rapport au travail original, c'est justement des adaptations pour accrocher à notre époque? Oui, très bien exécuté, je trouve. Il y a un propos par rapport au colonialisme qui devait être actualisé. Parce que je comprends. Le colonialisme n'était pas ce qu'il était dans les années 70, Il n'était pas perçu comme il l'est aujourd'hui.
C'est ça, tu sais, il y avait les grands mouvements de décolonisation de l'époque, mais on peut plus parler de ce sujet-là de la même manière, tu sais, fait que d'avoir pris comme la jeune génération de Fremen qui croit pas trop, tu sais, à l'homme blanc qui vient, qui est l'élu, là, j'ai trouvé ça, tu sais, c'est vraiment, il fallait que ça arrive, ça, il fallait que ça soit adapté, tu sais. Fait que ça, j'ai... Ouais, dans l'adaptation, il y a des opportunités aussi. Je pense que les gens parlent ou soulignent à tort que les endroits où l'adaptation peut se tromper ou elle peut moins fonctionner, mais il y a des possibilités dans l'idée d'adapter du contenu à partir d'une œuvre littéraire ou une BD ou vice-versa. C'est ça qui est le fun, c'est que cette conversation-là, ce langage-là, cette histoire-là peut changer. Je donne tout le temps l'exemple parce que j'étais allé voir Ghostbusters vendredi dernier, mais éventuellement, Ghostbusters va devenir du domaine public. Puis là, les gens vont faire leur variante de Ghostbusters. Comme il y a eu La Belle au bois dormant, comme il y a eu Hansel et Gretel, comme il y a eu d'autres histoires qui ont vu le jour, qui éventuellement sont devenues du domaine public. Puis tout le monde a sorti un peu sa version. Puis c'est correct. Puis le canon change avec les années, puis il y a des éléments qui sont rajoutés, qui n'étaient pas dans l'œuvre originale. Regardez Scrooge, la nouvelle de Dickens. Il y a des éléments qu'on pense qui sont canons, mais quand vous lisez la nouvelle originale, c'est juste qu'il y a le ton, se sont rajoutés au fil des années. Ces éléments-là ne sont pas dans l'histoire initiale, mais on pense que c'est comme presque sacro-saint. Non, c'était pas là. Ça s'est rajouté au fil des adaptations. On peut parler des contes des frères Grimm qui ont été adaptés par Disney. Là. C'est deux mondes. C'est deux affaires, c'est ça. Puis ça veut pas dire qu'il y en a un moins bon que l'autre après ça. Tu sais. Non, en plus, ça permet à Predge de faire des livres sur les différentes interprétations après. C'est d'ailleurs son prochain livre. Les adaptations. C'est vrai que j'aurais du fun avec analyser les contes. J'aurais bien du fun. Ouais, il me semble que ce serait ton genre. Ouais, tout à fait. Si vous voulez nous laisser un message vocal comme Jean-Sébastien, le lien est dans le descriptif de l'épisode, mais c'est sur la plateforme SpeakPipe. Ça peut être une question, un commentaire, n'importe quoi. Ça peut être super court aussi. Ça n'a pas besoin d'être super intelligent. Vous pourriez être une fille qui aimerait ça, avoir une clé de Benoît, on ne sait pas. C'est ça, mais ça, passez pas par le SpeakPipe, là, c'est un peu... non, au contraire, là, faites-le, on va avoir du fun. J'ai l'impression que le monde autour de moi vaut beaucoup plus que je baise que moi-même. Mais là, je parlais même pas de baise. Je parlais juste de rencontrer quelqu'un. Là. Mais tu sais, j'aimerais voir ça sur SpeakPipe. Là. Bonjour, le message est pour Benoît. Je voulais savoir si tu étais disponible. Je la passerai pas, par exemple, si ça arrive. Puis sûrement, il y a plus de chances que ce soit comme Jake qui imite la voix d'une fille. Là. Ouais, il y a plus de chances que ce soit ça. Soyons honnêtes. Là, je la passerai, par contre. C'est ça. Donc, c'est ça le lien dans le descriptif. Puis, soyez pas gênés. On pense qu'on prend rien qu'on n'a comme pas passé à date. Fait que voilà. Sinon, ah oui, c'est important, faut pas que je passe à côté. Ben oui, il n'y a pas, Ben, encore, le Mouse Gate se poursuit. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de petit rongeur dans mon appartement. Je suis content d'en parler. Puis, ma voisine en a vu encore jusqu'à la semaine dernière. Fait que... Et le propriétaire n'a pas réglé le problème en haut. Fait que c'est clair qu'il y en a dans l'immeuble. Fait que c'est là où j'en suis avec les souris, voilà. Il y a des solutions à tous les problèmes. Fais juste y mettre une petite paire de shorts puis un chapeau à ta souris, puis soudainement, ça va devenir un monde merveilleux et magique. Mais je peux l'utiliser seulement si la petite souris elle a un steamboat, parce que sinon... J'en ai un en Lego, je pourrais te le prêter. Tu l'as acheté, le Lego de Steamboat. Ouais, ils ont fait ça en Lego. Oui, il est vraiment cool. Ouais. T'as-tu eu du fun à le monter? C'est ma blonde qui l'a monté. T'as-tu eu autant de fun à monter un Lego qu'à créer un Gundam? Parce que je sais que tu fais des Gundam des fois. Non, Gundam, c'est plus satisfaisant. T'as plus l'impression de travailler pour le résultat final. OK. Parce qu'il faut que tu limes les petites parties. Tu la ponces un peu. Ouais. C'est un petit peu plus... Je dis pas que c'est créatif à fond, là, non, mais c'est un petit peu plus créatif. Oui, si je pourrais t'envoyer une coupe de chaîne YouTube où le rendu, là, il y a du monde qui font des custom gunpla. Ils vont mix and match, puis ils vont comme faire des paint jobs de fou. Ouais, je suis pas rendu là. Non, ça, c'est un autre niveau. Là, je suis un dilettante de gunpla. Ouais. C'est quoi un dilettante? Mettons, je calme. Un dilettante, c'est quelqu'un qui fait ça comme pour le plaisir, là, comme en passe-temps. Là. Ah, ok. T'es pas un pro. T'es pas passé au pro. On vient aller avec toi, Gauthier, justement. Stay a while and listen. Est-ce que vous êtes des fans de Severance, les amis? La série sur Apple TV+, avec de
Ben Stiller? Non, j'étais abonné, puis quand j'ai perdu ma job l'année passée, je me suis désabonné, donc j'ai pas pris le temps de l'écouter. Mais ça a l'air très bien. C'est réalisé par Ben Stiller, c'est ça? Ouais. Et écrit. Écrit également? Ah ouais, shit. C'est un malade, ce gars-là. Oui, il est bon. Il fait plein d'affaires. Je savais pas que c'est lui qui l'écrivait, mais je l'ai pas vu parce que je travaille trop. En fait, Red a très peu de temps libre. C'est déjà surprenant qu'il soit ici en ce moment. Ouais, les gens pensent que je regarde des films tout le temps puis que c'est pour ça que je m'y connais autant, mais c'est pas vrai. C'est juste, vous remarquerez que c'est tout le temps des vieux films. Ouais, c'est comme les gens qui pensent que les libraires, ça a le temps de lire. Voilà, exactement. C'est pas le cas. Mais bref, pour ceux qui connaissent pas la série Severance, en fait, c'est une histoire de science-fiction qui se passe dans une espèce de monde parallèle où la technologie permet de avoir une switch un peu dans le cerveau, puis de ne pas être conscient quand on va travailler. Et donc, votre vie se résume à être chez vous. Nice. Faire des gunpla, vous occuper de vos enfants. Et pendant ce temps-là, il y a vous-même, en fait, qui allez travailler, puis vous en rendez jamais compte. C'est comme si votre conscience, en fait, était switchée à off, puis qu'elle revenait à on quand vous sortiez du travail. Mais il y a aussi, donc, votre double qui, lui ou elle, ne fait que travailler. Qui n'a conscience que de son travail. Donc, qui rentre travailler, qui sort, qui rentre travailler, qui sort, qui rentre travailler. Ça doit être épouvantable. Donc, on suit, en fait, comme l'histoire, c'est un employé dans cette compagnie-là, en fait, qui ne connaît pas qui il est en dehors du travail. Et on suit son équipe de travail, puis... je t'entends smoker en passant après, c'est vraiment gossant. Je vais arrêter. C'est vraiment, si je l'entends, les auditeurs l'entendent. Non, je pensais que c'était trop loin. Excusez à la maison. Mais bref, c'est ça, c'est très anxiogène, mais c'est un espèce de thriller de science-fiction vraiment super bien fait. Moi, j'ai capoté là-dessus. Et puis, en fait, on a appris récemment que suite à la grève des scénaristes, puis après ça, à la grève des acteurs, Ben Stiller a eu beaucoup, beaucoup de temps pour travailler sur la saison 2. Il n'était pas supposé. En tout cas, je pense qu'il a fait des petites exceptions, puis il a pris des notes sur des post-it, là, mais fait que, en fait, il a confirmé que le tournage de la nouvelle saison de Severance était pour se terminer à la fin du mois d'avril. Ça s'en vient vite. Oui, c'est ça s'en vient vite. Puis normalement, donc, il a dit que c'était pour sortir très rapidement après. Selon le site de Direct, on pourrait s'attendre à voir ça sur nos écrans dès cet automne. Fait que c'est une super bonne nouvelle. La saison 1, en fait, avait été terminée de filmer en juin, puis je pense que c'était le février d'après qu'elle avait sorti. Donc, c'est ça. Moi, j'ai vraiment super hâte. C'est comme dans mon top. Ah ouais? Dans mon top mais 10, là, t'es abonné à Apple TV Plus. T'as-tu écouté For All Mankind? Toi qui es un fan de science-fiction. J'ai écouté For All Mankind. C'est donc fucking bon, cette série-là. Ouais, tu sais, c'est drôle parce que j'ai écouté aussi Band of Brothers il n'y a pas longtemps, qui est une série quand même assez âgée. 23 ans, genre. Ouais, elle a 21 ans, la série. J'ai écouté ça quand j'étais Ouais, il y a 21 ans de ça. Puis, tu sais, ça m'a fait un peu penser à Band of Brothers dans le sens où tu suis, tu sais, comme l'histoire de personnes qui sont impliquées dans la course à l'espace. Mais là, on est dans une dystopie. Là, donc, ça suit pas le cours normal de l'évolution de la NASA. Une uchronie. Ouais, une uchronie. Oui, exact. Pardon. Ouais, j'ai fini d'ailleurs la saison 4 il y a 2 semaines. La prochaine s'en vient bientôt, je pense que c'est cet été. Ouais. Hein. Prochainement. Allez, créé par Ronald D. Moore, qui est le gars qui a fait Battlestar Galactica. Et c'est très, très, très bon. Très bon. Rappelle-moi le titre. C'est For All Mankind. Ok, je connaissais pas ça. Puis tu connais le principe d'une uchronie, là, c'est que l'histoire va se dérouler différemment. Mais ce qui est le fun, c'est que ce qui fait que cet univers-là a une tangente qui est différente est basé dans l'histoire réelle. Okay. Donc, quand il y a eu comme un accident dans une des fusées, ce qu'ils ont appelé après Apollo 1. Ouais. Et donc, il y a eu un mélange, il y a eu une étincelle, l'oxygène était à 100% dans le cockpit, puis ça a brûlé tout le monde. Et là, la NASA, dans le temps, dans notre réalité à nous, au lieu d'arrêter le programme spatial ou même de le retarder pour faire des tests, ils ont double down, ils sont allés plus de l'avant. Donc, ils sont devenus plus bold, si tu veux. Et donc, ça a amené à l'alunissage avec Apollo 11. Dans la réalité de All Mankind, ça ralentit l'ardeur de la NASA, ce
Ce qui fait que c'est les Soviétiques qui sont atterris pour la première fois sur la Lune, ce qui n'a pas fait que la course spatiale s'est arrêtée. Donc, tout ça est un peu basé dans... Puis c'est pas dit directement, mais tu le comprends quand tu connais un peu l'histoire spatiale puis du programme lunaire. C'est vraiment bon. C'est super bien écrit, très humain. Un petit peu trop soap opera par bout, là. Il y a beaucoup de genre, je couche avec tout le monde, là. Mais il en faut. Il en faut un petit peu. En parlant de coucher avec tout le monde, tabarnouche! Notre ami Laurent Bouquet est là. J'ai dit qu'on pouvait pas parler de ça en ondes. Ta double vie. Oui, c'est vrai. Le pré-show, ça compte pas. Mais on n'est plus en pré-show. Ah, c'est vrai. Ah, OK, on est en pré-show. Fait que Parce que pendant des années, Laurent m'a écœuré avec une joke qu'on répétera pas en ondes. Puis là, moi, j'ai quelque chose d'aussi savoureux. Mais je le ferai pas. Fallait être là. Fallait être là, exactement. Salut Laurent. Salut. T'es en coin un peu. Rapproche-toi un petit peu pour la ouais, on prend la OK. caméra. Bonjour à la Bonjour maison. tout le monde à la maison. Bonjour. Bonne fête. Ici. Allô, Laurent. Allô, Gauthier. Hey, on va-tu enchaîner avec toi, justement, Laurent, puisque tu viens d'arriver? Oh boy. T'as d'arriver, pauvre petit. Il est prêt, Encore mon coach sur le dos. T'as-tu ton compte sur le dos? Mais non. OK. Il y a une caméra, Benoît. There you go. Yeah. Je vais commencer par ma nouvelle la plus courte, mais la plus importante. J'espère que vous n'avez pas parlé avant que j'arrive. J'espère que vous m'avez attendu pour ça. Mais tu vas peut-être me spoiler, c'est ça le problème. Est-ce que ça concerne Christopher McDonald? Non. L'acteur Christopher McDonald. C'est mort? Non. Il est passé à radio récemment. Christopher McDonald, moi, ça me dit rien pantoute comme ça. Mais si je vous dis Shooter McGavin, peut-être que Shooter McGavin. ça vous sonnera une cloche. Happy Gilmore, à qui tu fais coucou. Mais à qui est-ce que tu fais coucou, Happy? Alors voilà, Monsieur McDonald a dit qu'il a vu un brouillon de script pour un Happy Gilmore 2. Oui. C'est-à-dire le seul film qui compte de Adam Sandler. Arrête donc, il y en a fait d'autres bons, Adam Sandler. Il y en a fait. Ouais, mais il n'y en a pas un que j'ai regardé compulsivement comme Happy Gilmore. Non, c'est clair. Puis je tiens encore à dire que c'est son meilleur film, fait que... Oui, mais un Happy Gilmore 2, t'as-tu vraiment confiance? Pourquoi pas? Non. Pourquoi pas? Non, mais je suis ça veut pas dire que ce sera pas bon. Il peut être très bon, mais... Attends une minute, là. T'es-tu en train de dire qu'il y a un potentiel dans les suites que ce soit inférieur à l'original? En général, c'est ça. Quand on exclut Rock'n'None. C'est ça, j'allais dire. Quand on exclut non, mais là, c'est ça. Là, tu t'es propre. Tu t'es toi-même mis. Non, il s'est tellement mis d'un coin. Mais non. En général, les suites sont moins bonnes que en les général. premiers. Mais c'est pas impossible. Mais non. Selon ta perspective. Mais non, bien sûr que non. Okay. À part Rock'n'None, il y a sûrement pas... Bill and Ted, j'aime mieux le 2 que le 1. Ah, oui. Mais... moi, j'aime beaucoup Teenage Mutant Ninja Turtle 2. J'aime beaucoup Back to the Future 2. Je les aime beaucoup, plein, mais là. sont-tu meilleurs? Pas meilleurs. Ouais. Mais de là à dire qu'ils sont moins bons... Parce que là, t'es pogné dans un truc. C'est soit tu dis que c'est impossible que les suites soient meilleurs à l'original, jamais dit ça. mais je sais que c'est pas ça que tu dis. Hey, Terminator 2, c'est le meilleur que l'original. Oui, on est d'accord. Hot take, ça n'a rien à j'aime voir. mieux le premier. Ça n'a rien, rien à voir avec l'idée que les suites sont inférieures. C'est que j'essaie de voir c'est quoi la position à la lumière de Rock'n'None 2, qui est son film préféré de la duologie. Ouais, ben écoute, c'est du cas par cas, hein. Fait que faudra voir pour Happy Gilmore 2 s'il va réussir à pull off un Rock'n'None 2. Pull off un Rock'n'None. Ouais. On sait pas. Puis là, on spécule, là, il a dit que Adam Sandler il avait montré un brouillon de script, il n'y a rien que genre... Il pense. Ça ressemble à quoi un brouillon de script d'Adam Sandler? Je sais pas. En plus de ce que j'ai compris de l'histoire, c'est qu'ils se sont croisés par hasard, puis il est comme, hey, check ça, je vais te montrer ça, tu vas être content, puis il est comme, wow. Mais c'est ça. On va savoir. Là, c'est sûr qu'en plus, dans le 2, il n'y a pas de Danny Glover. Non. Puis il n'y a pas de Francis Bay. Il n'y a pas de... Excuse-moi, non, c'est pas Danny Glover, voyons. Non, j'ai mélangé tout le temps. Carl Weathers. Il n'y a pas de Carl Weathers. Il n'y a pas de Francis Bay qui jouait sa grand-mère, qui était une vieille madame que t'as fait encore longtemps après Happy Gilmore. Ben oui.
Je l'aime bien dans In the Mouth of Madness. Ah oui! Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est la même madame. La même madame. C'est le genre de madame que tu es tout le temps comme, c'est qui elle? Non, dans des David Lynch. Étais-tu aussi dans les annonces d'accu-massage là, pour les seins? Ah non, ça c'est... c'est pas Kiki massage. Ah oui, ça, c'était pas Madame Brossard? Il n'y aura pas de Bob Barker non plus. Ah ben non, c'est ça. Vrai, Fait que qu'est-ce qui va rester? Le crocodile. Le crocodile. Le crocodile, il y a moyen Puis, de le ramener. peut-être le masque de Gene Simons. Ben, potentiellement Adam Sandler aussi. Ben, non, oui, mais là, ben, ça c'est va être des référents au goût du jour, les gars. Voyons. Oui, c'est ça. Non, mais je pense que pour que ça marche, il faudrait vraiment qu'ils fassent comme... Puis je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, là, mais loin de là, mais le film de Pee-wee qui est sorti il y a quelques années... Celui sur Netflix, là. Ouais, je trouvais que ça fonctionnait parce que il y avait rien pour s'accrocher à l'ancien Pee-wee. Tout était nouveau. Tout nouveau, ouais. Sauf les codes de sa personnalité, that's it. Le reste, c'était des gâteries, du name dropping, des vedettes qui n'ont pas rapport là. C'était le fun parce que ça faisait aucun sens, tu sais. C'était pas grave, c'était un party, tu sais. Ouais, mais c'est parce que si on fait ça avec Happy Gilmore, il n'y a pas grand-chose auquel s'accrocher. Ben, tu peux faire un crossover avec Caddyshack puis tu as l'occasion de ramener la marmotte. Mais t'auras pas le choix t'auras pas le choix, là. Ça va être le même personnage plus tard. Sa personnalité, c'est de se fâcher quand il rate c'est vrai. ses potes. C'est pas mal ça. Pas mal ça. Mais il aime beaucoup sa grand-mère. Là. Il n'y a pas sa grand-mère. Ben, c'est ça, on va peut-être voir ses funérailles dans le film. C'est ça, il est peut-être rendu aigri, puis il n'y a pas... Écoute, il y a Beetlejuice 2 qui s'en vient, là. No joke. C'est vrai. Vous avez vu le petit teaser? Ouais, j'ai vu le teaser. Regardez-moi ça, moi. Je suis curieux. Va-tu être meilleur que... Ça dépend. Ça dépend de Et vas-tu avoir Lauryn Hill dedans? C'est pas mal oui, ça. Là, t'as pas vu le teaser? Dans Beetlejuice 2? Oui! Ouais. C'est ça. Je suis capable. Il va être meilleur que le premier. Le couple de fantômes n'est pas là. Je pense qu'il y en a il y en a un qui peut pas vraiment se présenter. Ah ouais, c'était ce Baldwin-là. Ouais, c'est ce Baldwin-là. C'est le bon de la gang. Ben là, il peut-être... Ouais, mais là, il a déjà été en conséquence. Là, oui, non, mais clairement... En même temps, eux autres, c'était les fantômes. C'est correct qu'ils soient pas là puis qu'on renouvelle avec autre chose, on passe à autre chose. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne idée, moi, je pense. Excellent. Hey, on va y aller. T'avais fini, quoi? Ben oui. Excellent. On va y aller avec moi. Bon, on m'a piqué encore le thème à Jake, là. On parle souvent de l'IA à l'émission, puis là, je vais vous parler encore d'IA, mais cette fois-ci, c'est l'IA qui touche l'univers du comic book, de l'édition du comic book américain. Je parle pas des IA tremblés, mais bien de l'IA, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a un compte de IA à IA artificielle. Ah. J'ai vu ça sur Instagram cette semaine, genre quelqu'un qui a créé une illustration d'IA tremblée avec les... Ben oui. C'est drôle, hein? IA en IA. Japogne. Elle a pointu. Elle a pointu interférente. C'est un autre, ça? Ouais. C'est okay, Tu regardais les oliviers hier ou non? C'est comme un melting pot des oliviers d'hier. Non, j'ai pas écouté les oliviers hier. J'ai pas le... Rire. Donc, Bleeding Cool, qui est un site dédié à l'actualité de comic book, principalement, c'est leur gagne-pain, ont fait rapporter une nouvelle. Puis là, c'est important que je vous souligne que je n'ai pas de prise de position pour ou contre. Puis c'est pas ça, ultimement, l'objectif de ma chronique. C'est de voir un peu l'espèce de panier de crabe qui s'en vient, puis qui est déjà quand même assez entrouvert. Donc, je veux pas sans savoir si les accusations sont vraies ou fausses. C'est le processus autour qui me fascine, puis comment le public embarque, puis comme on disait en début d'émission, finit par combler le vide quand il y a peut-être pas d'explication. Vous allez comprendre. Donc, Bleeding Cool, ça parle surtout de comic book, et il y a un article de Rick Johnson qui rapporte qu'il y a un designer sur Twitter du nom de James Leach qui a accusé un artiste du nom de Andrea Sorrentino, qu'on voit là, son œuvre circuler depuis un bon moment, aurait utilisé, selon lui, l'IA pour concevoir des planches d'un numéro de Batman qui a été publié il y a ça assez récemment. Là, on pourrait penser, je trouve ça intéressant de le souligner, ça vient pas de DC Comics, l'éditeur, mais bien des artistes. Donc, il y a un potentiel que sans qu'il y ait une pression éditoriale, les artistes, pour whatever reason, décident de commencer à utiliser l'IA pour faciliter peut-être leur deadline, aller chercher des idées, quitte à même composer sur mesure des illustrations pour pouvoir arriver à leur fin puis être en mesure finalement de gagner leur gagne-pain. Donc, ça vient pas des DC, ça vient des artistes. Ça, c'est le premier point que je trouve intéressant de souligner. Donc,
Et c'est important de quand même d'en parler parce que dans le milieu du comic book, qui principalement repose sur du visuel, l'IA, ça a plusieurs potentiels. D'un, d'amener une dilution de la valeur des artistes, parce que si je pourrais utiliser l'IA pour faire des comic books, ben ça coûte moins cher, puis les artistes après ne seront pas nécessairement rémunérés en bonne escience, parce que pas bonne escience, pardon. En bonne et due Alors, forme. Juste valeur, merci, parce qu'on va être toujours en train d'utiliser l'IA pour combler les trous. Donc, ça peut faire mal au milieu et aux artistes au grand complet. Donc ça, je pense que c'est un point qui est intéressant. Et là, le designer a commencé, James Leach, à faire une liste sur Twitter des choses qu'il voyait dans les fameuses planches de Sorrentino. Il parlait des compositions des mains qui étaient cachées, d'un nipple qui était un petit peu déphasé, jusqu'en parlant des textures qui lui semblaient weird et pixelisées. Donc ça, c'est quand l'image est un peu pixelisée pour plein de raisons. Ça peut être le rendu, comment ça a été exporté. Il y a plein de raisons qui peuvent exporter ça. Puis, je vous dois dire que ces points sont quand même assez valides, mais, puis ça où ça devient important, ça reste de la spéculation. Si tu me dis, le gars coupe les mains dans sa composition parce que l'IA a pas fait, est pas bon pour faire des mains, si tu me dis, il y a la pixelisation, donc c'est une preuve que l'intelligence artificielle a été utilisée, t'es pas en train de me prouver, en fait, que l'intelligence artificielle a été utilisée. T'es en train de me prouver qu'il y a peut-être des choix qui ont été faits qui peuvent ressembler essentiellement à des compositions qui sont créées par l'IA. Et bien sûr, comme c'est Internet, les gens ont commencé à embarquer dans le bandwagon, puis il y a plein de personnes qui ont commencé à analyser puis à scruter les planches de Sorrentino en disant « Voici, il y a une planche où on voit Batman avec Catwoman ». J'ai recréé l'image moi-même en faisant des prompts sur une intelligence artificielle, puis les deux compositions se ressemblent beaucoup. C'est vrai que les compositions se ressemblent. Mais la seule chose que ça prouve, c'est à quel point, en utilisant des prompts à partir d'une œuvre que tu as déjà devant toi, tu es en mesure de la recréer grâce à l'intelligence artificielle et pas le contraire. Je suis pas encore en train de dire que l'intelligence artificielle n'a pas été utilisée. Je suis en train de dire c'est qu'il n'y a pas de preuve de ça. Et là, je vois l'espèce de confusion totale qui s'en vient. Parce que Sorrentino a répondu, il a mis un sketch en ligne, tu sais, la composition que tu peux mettre en accéléré dans une vidéo, de la composition du moins une planche. Mais là, le mal est fait. Et DC doit s'expliquer, et Sorrentino doit s'expliquer, et dans tous les cas qui sont en mesure de prouver ou pas, l'opinion publique a déjà tranché, et pour lui, il a triché. Il a utilisé l'intelligence artificielle. Il y a plein de cas comme ça qui commencent à émerger, et donc, il y a des espèces d'experts de salon, c'est comme ça que je les appelle, qui, sur Tumblr, sur Twitter et autres, commencent à accuser des artistes parce que telle composition se ressemble vaguement. Il y a un autre cas récemment d'un certain artiste. Mais oui, c'est bien bizarre. Comment c'est que les toiles de Van Gogh ressemblent toutes aux toiles de Van Gogh? Il y a un artiste qui s'appelle Jin Xiongyu qui fait des covers pour Power Girl, pour Wonder Woman, des compositions comme assez jolies, où il y a des gens qui ont commencé à dire, regardez, les lignes là, ils se perdent, ou les cheveux ressemblent pas à des cheveux créés par un humain, ça ressemble à quelque chose de différent. Puis là, t'as l'artiste qui s'expliquait en mettant lui aussi un sketch de ses compositions sur Internet. Mais est-ce que le sketch a été fait après l'utilisation de l'IA ou avant? Là non plus, on n'est pas en train de prouver que l'utilisation de l'IA a été faite ou pas. On est juste en train de prouver qu'il y a du monde qui reproche des choses, mais ça reste de la gérance d'estrade. Puis c'est ça, moi, qui m'énerve. Ouais. Je sais pas, je suis pas positionné de loin comme ça à savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas, mais cette espèce d'entraînement de foule où là on va scruter l'art pour essayer de voir. Et attends, juste rajouter un point intéressant. Il y a des gens qui ont été jusqu'à mettre ces illustrations-là dans des algos aussi alimentés par l'intelligence artificielle. Et ces algos-là disent « Ah oui, cette illustration-là est 98% sûre qu'elle est bonne, qu'elle est faite par IA, 0%. » Fait qu'ils l'ont fait avec l'œuvre de Sorrentino. Puis là, le monde, ils postent leurs résultats. « Regarde, 98% des chances, cette illustration-là, j'avais raison. Elle a été faite par l'IA. » Ouais, mais comme l'article de Bleeding Cool le mentionne, ça dépend de l'outil que tu utilises. Il y a des outils qui rapportaient genre 0.1, mettons, ou 0.28. Fait que ça dépend. Fait que là, ça montre aussi à quel point on est nous-mêmes en train de s'assire sur des IA qui ont des biais. Les biais, c'est rentré par qui? Par des humains. Ben oui. Donc, il y a toute cette autre problématique-là qui rentre en ligne de compte. Puis je trouvais ça intéressant de le lier, de le souligner, parce que c'est là où on s'en va. Puis là, on touche à quelque chose qui nous concerne directement. Le milieu de l'édition, le milieu de la BD américaine, puis tout ce qui se rattrape, qui s'entoure. Tu sais, les gens qui partent après Sorrentino, tu es un designer. Est-ce que tu as aussi, toi, quelque chose à gagner en l'accusant?
Est-ce que tu as une véritable expertise en démontant? C'est ce que c'est. Puis, fait que c'est tout ça. C'est ça que je trouvais intéressant de plus de souligner que l'utilisation elle-même de l'IA ou pas. Ça se peut que dans 3 semaines, on apprenne qu'ils ont utilisé l'IA. À tout le moins comme pour s'inspirer, mais... Mais mettons qu'ils l'ont utilisé. Moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. À quel point... Je vais revenir sur le premier point que tu as sorti. Utiliser l'IA comme un outil. Pas pour remplacer, mais comme un outil. Ça peut être pour sauver du temps, ça peut être pour améliorer certaines choses, mais à quel point ce serait une bonne chose? À quel point ce serait accepté puis que ce serait une bonne chose? Parce que si on regarde, par exemple, c'est un autre genre d'exemple, mais vous allez le comprendre. Si on regarde le CGI quand c'est arrivé, là, le premier Spider-Man, là, arc, là, je veux dire, ça faisait dur leur maudit CGI. Puis à un moment donné, ben, les meilleurs ont compris que c'était un outil. Qu'on pouvait garder les effets spéciaux physiques puis l'améliorer avec le CGI. Puis là, on a le meilleur des deux mondes. Fait que là, le CGI, en tant qu'outil, devient vraiment un atout. Mais est-ce que le AI, en termes de bande dessinée, je pense que c'est là que ça prend tout son sens. À quel point vous accepteriez que le AI soit utilisé comme un outil, et pas qui remplace l'artiste, mais qui l'aide, comme un outil de plus, mettons, dans Photoshop. À quel point c'est accepté, à quel point c'est une bonne idée, où on met les limites. Je suis pas capable de mettre une limite actuellement parce que la seule analyse que je pourrais te ramener, c'est celle que j'ai à partir des paradigmes actuels. Puis les paradigmes vont changer dans une couple d'années. Tu sais, comme quand je dis paradigme, c'est ton appréciation, ta relation face à la technologie, son acceptation au niveau public, au niveau personnel. Fait qu'en ce moment, je peux te dire que je trouve ça... J'ai moins de problème avec quelqu'un qui se donne des idées et qui se challenge, donc en termes de composition, que quelqu'un qui fait un rendu à partir de zéro puis qui vend son art IA. Mais dans tous les cas, cet art-là est entraîné sur le travail d'humain. Moi, mon problème... Parce que je le fais, là, je le vois, là, ça fait genre 20 ans que je fais du Photoshop. Je prétends pas être un artiste, mais je fais du Photoshop depuis 20 ans. Tu es un artiste dans mon cœur, Ben. Merci. Mais les gens ne comprennent pas la valeur de l'image déjà. Les gens n'ont pas les capacités à voir ce qui est une bonne composition versus une mauvaise composition. Là, tu rentres l'IA dans le mix, et moi, je connais des gens, pour l'écriture, c'est arrivé. Moi, je connais une fille, elle s'est fait dire... tu charges trop cher pour ta rédaction, fait qu'on va utiliser l'IA à la place. Dans le paradigme actuel, l'IA, au niveau de la composition, n'est pas aussi bon qu'elle, mais le client ne le voit pas. Quand je parlais tantôt de diluer la valeur marchande de l'artiste, c'est aussi ça. Et éventuellement aussi, les technologies vont s'améliorer. Mais le problème quand on parle de ces affaires-là, puis je ne veux pas aller gratter trop loin là, parce qu'on pourrait ne pas finir pour en parler pendant 30 minutes, c'est que je trouve que de la manière qu'on parle de l'IA, c'est excessivement limité. Et c'est souvent de manière ironique. Donc, on va dire « Ah, check, il n'est pas capable de refaire les mains. » Ben non, ça ne remplacera jamais un artiste. La problématique est beaucoup plus grande que ça. Là. Et là, ce que je voulais montrer, c'est pas tant l'idée de l'utilisation de l'IA dans cette situation-là, mais à quel point il y a un genre de flou qui s'installe, puis à quel point aussi les gens deviennent aussi problématiques dans cette espèce de chasse aux sorcières, qu'il y en ait une ou pas d'utilisation de l'IA dans ces cas-ci. C'est pas ça que je veux montrer. C'est comme un peu le documentaire de Johnny Depp et Amber Heard qui est sur Netflix. Ultimement, c'est pas à propos de qui a raison dans le documentaire, c'est à propos de la perspective du public puis comment il contribue à cette culture-là super malsaine, un peu de voyeurisme au travers. Puis c'est ça que moi je vois déjà, mais avec l'utilisation de l'IA. Fais-tu du sens ou j'ai l'impression de partir dans toutes les directions? Tu fais du sens. D'ailleurs, le show live d'Ars Moriendi soulève la même question. Bon, que je prépare. Je ne vais rien dire, mais justement, la réception des bonnes gens a envoyé l'histoire d'un côté quand elle aurait peut-être dû aller de l'autre côté. Mais on en reparlera. Je te voyais réfléchir, Gauthier. T'avais-tu quelque chose à rajouter ou... Parce que c'est comme moi qu'on peut aller, on peut en discuter pendant 45 minutes. Oui, c'est ça, parce que moi, ça a des implications réelles c'est ça, dans mon travail. Puis tu sais, c'est un débat qui a cours actuellement, puis que tout le monde essaie de composer grasp, de composer avec, de saisir. Puis je pense qu'il y a comme... Le débat actuellement, il se divise comme en 2 étapes. La première étape, c'est à savoir si, de un... c'est une technologie qui doit exister parce que
sais, si on pose la question des droits d'auteur sur l'inspiration ou le vol carrément que les entreprises ont fait d'œuvres qui existaient déjà pour entraîner leur machine, si ces compagnies-là avaient eu à payer des droits d'auteur à une société de gestion de propriété intellectuelle, par exemple, sur les œuvres de Van Gogh et de tout ce qui a été feedé à la machine, fort probablement que ça ne se serait jamais fait parce que ça aurait coûté trop cher. Exact. Donc là, ça, c'est la première question, tu sais. Il faut répondre à cette question-là. Est-ce qu'on veut que ça existe ou pas? Si on veut pas que ça existe, si on veut que ça existe, je pense qu'il faut le considérer, oui, en effet, comme une espèce d'outil parmi tant d'autres pour créer de l'image ou du contenu. Puis, tu sais, dans le cas de la création d'images, ça pose la question sur les outils de référence que les artistes ont toujours pris. C'est-à-dire que on s'est toujours inspiré de quelque chose pour produire quelque chose d'autre. Puis on a souvent même pris des photos références, par exemple. Comme ça arrive là, souvent là, que je lis une bande dessinée puis je vois, ils ont pris une photo de Sean Connery pour faire ce bonhomme-là. Tel acteur a été utilisé pour faire tel personnage. Puis ça gosse. Souvent, ça coupe la lecture. Fait que là, c'est un débat sur comment l'artiste peut bien utiliser ces outils pour justement que le récit, pour que ça soit au service du récit. Il y a plein de monde qui vont utiliser SketchUp, par exemple, pour faire des plans d'intérieur, de maison, des logiciels de design, puis ils vont utiliser ça. Ils vont utiliser cet outil-là pour dans le but que leur récit soit le meilleur possible. Après ça, est-ce que l'intelligence artificielle peut devenir un outil comme ça pour rendre service au récit de la meilleure manière possible? Pour vrai, je sais pas. Je sais pas. Ben, moi, je pense que pas dans son... pas dans le contexte puis dans son système actuel. Mais je pense pas que ça va disparaître, moi. Fait qu'il va falloir trouver un moyen de réguler ça pour l'amener à un outil parce que plus même limité. Même si c'est régulé, le problème, c'est que la technologie existe maintenant. Puis comme elle existe déjà, le génie est sorti de la bouteille. Fait que même si Google, son outil d'intelligence artificielle, est restreint par des réglementations, Google c'est une compagnie officielle qui a des comptes à rendre à la loi puis à l'État. Mais il y a plein de compagnies qui s'en crissent, qui peuvent bien créer la version de ce logiciel-là qu'ils veulent. Puis ça existe déjà, des équivalents de Midjourney qui n'ont pas de restrictions au niveau de l'exploitation de la violence ou même de représentation de scènes sexuelles. Puis la reprise de visages connus aussi. Il y a quand même manière, je pense, de légiférer de manière adéquate. Là, on a quand même des précédents intéressants là, en culture, puis au Québec, le Conseil de la radiodiffusion, ça n'existe pas pour rien. Je veux dire, le CRTC a des règles qui sont légitimes, puis qui sont appliquées, puis qui ont fait en sorte que la radio ne peut pas faire n'importe quoi. Aux États-Unis, à l'époque, on avait aussi des lois par rapport aux médias. Tu ne pouvais pas dire n'importe quoi quand tu avais droit à une onde. Sauf que ces gens-là signent, ils font partie. T'as pas le choix d'écouter le CRTC pour continuer à radiodiffuser, tandis que sur Internet, c'est free for all. Ben, c'est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut il faut que la législation mette ses culottes, puis que les législateurs, en fait, mettent leurs culottes, puis qu'il y ait des lois internationales qui soient mises en œuvre. Je pense que l'Union européenne, actuellement, a vraiment une longueur d'avance là-dessus. Tu ne peux pas faire n'importe quoi là, en Europe, là, en ligne. Puis je pense que ça porte fruit. Puis c'est quand même un précédent légal qui devrait être pris en exemple là, pour tout ce qui est propriété intellectuelle. Puis il y a un point que j'ai oublié de soulever aussi tantôt quand je disais que c'est pas venu d'une pression éditoriale. Si c'est arrivé, c'est Sorrentino qui l'a créé lui-même. C'est important pour les éditeurs de savoir qu'est-ce qu'il y en est parce que la réalité, c'est si ça a été créé par intelligence artificielle, DC n'a pas de droit là-dessus. Donc, techniquement, si tu as la couverture du nouveau Batman, puis malade, puis tout le monde trip pour une raison X, ben n'importe qui peut la reprendre et l'imprimer puis faire ce qu'il veut avec. DC n'a pas de droit intellectuel dessus. Ce qui est une bonne chose, parce qu'encore une fois, ça fait que l'art, ça va peut-être ralentir l'adaptation ou l'adoption plutôt de l'art créé par l'intelligence artificielle.
Mais eux autres même, il faut qu'ils mettent des choses en place pour être en mesure de pouvoir détecter quand leurs artistes leur nourrissent ou leur donnent quelque chose qui a été créé par la technologie, pas par eux. T'sais. Moi, ce qui m'intéressait de cette histoire-là, c'est à quel point rapidement il y a une spéculation, puis ça vient de la réalité. Moi, je l'ai vu en tant que gestionnaire de communauté, puis les gens rajoutent juste une brique par-dessus cette affaire-là, puis on est un échafaud, tu as un mur complet, mais ton mur, il est plein de trous, puis des briques, puis des bases que tu penses qui sont acquises. En fait, c'est de la spéculation pure ou c'est de la théorie. Dans l'article de Bleeding Cool, il y a des gens qui allaient, comme je disais tantôt, utiliser des outils pour dire « Regarde, c'est la preuve! » Oui, selon cet outil-là. Puis après, toi, tu considères que ça a l'air de l'art IA. T'es qui, toi, genre? T'es-tu un spécialiste? T'as-tu une base qui est concrète puis qui est sérieuse? Là, on parle juste d'un comic book. Fait qu'imaginez toute l'espèce de problématique que ça ouvre pour la réalité de l'information. Il y a Taylor Swift récemment qui, dans un deepfake, ça c'est une autre affaire, mais qui a endossé Donald Trump. Fait que tu sais, il y a tout ça. Là, ouais. C'est que... Ouais. Fait que moi, je trouvais ça intéressant. Là, ça touche le comic book. Mais reste à voir, puis encore, je le répète, mais que l'intelligence artificielle est utilisée dans ce cas-ci, pour moi, est moins intéressant que qu'est-ce qui en découle, puis tout ce que ça a fait comme vague. Là. Fait que voilà, on continue avec toi, Gauthier? Oui. On va y aller avec toi. Je vais vous parler encore de Dune un petit peu. Oh merde, on Parce reste. Que j'aime vraiment ça, Dune. C'est oui. vraiment bon, Dune. En fait, il y a une interview de Denis Villeneuve qui, je pense que c'était dans The Direct ou dans Variety, peu importe. Il a annoncé qu'il ne ferait pas le Messie de Dune s'il n'était pas convaincu que le film va être meilleur que Dune. Ouais, j'ai vu ça passer. Dune partie 2 qui est d'ailleurs rendu à 575 millions de dollars américains de recettes. Cool. Ben, tu sais, tant mieux, parce qu'on disait que le cinéma était peut-être pas en santé, mais finalement, ça dépend des films. Ouais, c'est ça. Pour Warner Bros. Discovery, c'est un gros début d'année. Ça semble aller très bien. Puis dans cette entrevue-là, en fait, si vous vous intéressez vraiment là, à la franchise Dune, il y a plein d'informations super intéressantes. C'est le magazine Empire, pardon. On savait déjà que Messiah serait la dernière adaptation de la série que Denis Villeneuve ferait, qui voulait prendre une petite pause aussi. Là, donc, c'est pas... Le troisième film n'est pas en production, là, mesdames et messieurs. Même si 1 et 2 ont été quand même faits très rapprochés, puis il faut le considérer comme une œuvre. Denis Villeneuve veut prendre une pause. Sûrement qu'il va travailler sur un titre un peu plus indépendant, avec sa propre boîte, un peu comme il avait fait pour Enemy, qui est un petit film qu'il avait produit lui-même à Toronto. Aimé, ça. Ah oui, c'est très, très, très bon. Moi, je trouve ça vraiment encourageant de voir qu'il prend vraiment au sérieux la production d'un éventuel troisième film. T'sais, il pourrait surfer sur la vague, signer tout de suite et empocher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais pour lui, l'important, c'est vraiment d'avoir, avant toute chose, un bon scénario, un bon screenplay. Puis je trouve ça vraiment comme une super bonne annonce, en tout cas pour ce qui était pour ce qui va suivre. Il profite de l'entrevue aussi pour dire que il considère que Dune partie 2 est vraiment meilleur que le 1. Puis là, j'étais comme ouais, hein, pour vrai, il dit ça de son propre film. Toi, ouais c'est ça, tu dis ça de ton propre film, puis ça fait pas longtemps là, que Dune partie 1 a été faite. Il est sorti en 2021. Mais je pense que, comme nous tous, là, il a raison. Oui, il a raison. C'est ça. Je veux dire, Dune partie 1 pris en lui-même, c'est vraiment une première partie. C'est une introduction. Fait que c'est sûr que c'est quand même. Moi, c'est celui de Lynch ou rien, là, bien franchement. Là, mais... Oui. il y a des choses vraiment le fun dans celui de Lynch. Oui, il est vraiment wacky. Ça a plus rapport avec Lynch qu'avec Dune. Ben oui, comme tous les films de Lynch. Là. C'est à propos de Lynch. C'est pas à propos de Frank Herbert. Puis tu sais, cette décision-là de Villeneuve d'attendre un screenplay, si vous êtes cynique, vous pourriez peut-être voir ça comme une bonne stratégie de Villeneuve pour s'assurer d'avoir encore le contrôle. Son contrôle aussi.
contrôle sur le scénario aussi, puis de dire, regarde, si le scénario il est pas bon, moi je signe pas. T'sais. Fait que déjà, il met comme des conditions. Je trouve ça quand même intéressant. Diabète. Oui, c'est ça, exactement. On veut pas que ça se reproduise, ce scénario-là. S'il vous plaît, non. Ouais, fait que, tu sais, puis moi, je me mets à la place de Warner Bros. Discovery. Tu sais, je veux mettre dans mon plan d'affaires, tu sais, dans mes prévisions budgétaires pour les prochaines années, comme un nouveau Dune, là, tu sais. Ils en ont besoin, d'ailleurs, hein, Warner Bros. Discovery. Ben oui, c'est ça, tu sais, c'est pas... Tu sais, on regarde 2023-2024, c'est pas toutes les productions de Discovery là, qui ont fait des... Non, mais Madame Web, ça va bien. Hein? Ça, c'est Sony, c'est pas la même chose. D'ailleurs, il sort bientôt. Ouais, puis je pense que c'est... Eux, ils ont-tu fait Kung Fu Panda? C'est eux, Kung Fu Panda? Je suis pas certain. Écoute, j'ai écouté aucun des Kung Fu Panda. C'est pas DreamWorks, c'est peut-être DreamWorks qui doit appartenir à quelqu'un. Mais tu sais, de ce temps-ci, ils font de l'argent en cancellant leur projet puis en remportant l'argent de l'assurance. C'est ça, c'est niaiseux, mais il y a plein de projets qui ont été tués comme ça. Peux-tu faire ça, moi? Tu quoi? Je suis pas canceller des affaires, rester chez nous et être payé pour. Oh nice! Et moi, je cancelle mon lavage! Non, c'est ça! J'ai hâte de recevoir le bidou money! Il me semble que c'est un projet qui me parle. Ben, écoute... Pourquoi c'est tout le temps les crosseurs qui font ces coups-là? Parce qu'ils sont plus futés que nous autres. C'est eux qui ont créé le système. Ils sont pas plus futés. Ils ont investi leur culture et leur intelligence là-dedans, dans les escroqueries, tandis que nous autres, on avait du fun pendant ce temps-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, ben, peu importe si c'est une stratégie pour avoir le contrôle sur un scénario ou bien juste parce qu'il veut prendre son temps puis faire un autre petit film entre-temps, moi je dis bravo Denis Villeneuve. Bravo Denis. Comme, faut être fier de ça, faut être chauvin, un gars d'ici, bravo. J'ai hâte de voir ton troisième film puis tout ce que tu vas faire. Si je me décide à lire éventuellement Dune, tu vas-tu répondre à mes questions, Gauthier, quand je vais t'écrire à 3h du matin dans une espèce de crise hystérique Je vais être ton gourou, man. Je vais être ton gourou. Qu'est-ce qui se passe, asti? Bois l'eau de la vie. Mais il y a pas... Frank Herbert n'était pas comme un genre de réac, qu'on m'a dit. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de notions d'écologie dans Dune. Puis après, j'étais comme déçu d'apprendre que c'était quelqu'un d'un peu acerbe. Ça se peut-tu? Ben, c'est pas quelqu'un... Là, je parle un petit peu à travers mon chapeau, mais pour avoir lu la série plusieurs fois, je pense pas que c'est vraiment une œuvre à propos d'écologie. Ça parle d'écologie. Il y a des... Il utilise l'écologie pour, c'est ça, pour écrire sa science-fiction, mais ça parle avant tout du terrible pouvoir de la religion. Je pense que c'est vraiment plus ça qui l'intéressait, puis à quel point ça peut faire du dommage. Ah, je vais le lire. Ouais. Ça me parle, ça. Mais tu sais, c'était quelqu'un de bizarre, là, mais on en a connu réac, je sais pas. OK. Bon, on va y aller, on continue avec Laurent. Ça va faire jouer ça le matin quand tu te réveilles. Je suis sûr que Kalen, après genre une fois, elle va être tannée. Ouais, ce serait peut-être un bon réveil. Je vais y envoyer. C'est sûr que je me réveillerais. Là, genre, quoi? Primé pour aller travailler. Ouais, plus confus, mais. Je vais vous parler d'astrologie. D'astronomie, plutôt. Oui, s'il te plaît. Pas la même chose. Oui, non, c'est pas la même chose. Il y en a une, c'est de la science, l'autre, c'est de la bullshit. Ouais, c'est ça. Alors, les gars, la Lune est en bélier cette semaine. Non, mais ça a rapport avec la Lune, par exemple, parce que si vous suivez un peu l'actualité, le 8 avril prochain, il y a une éclipse totale. On n'a pas pantoute entendu parler. Alors, moi, je vais vous donner les bons trucs pour quoi faire au moment de l'éclipse. Nice. Parce que c'est excitant. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est bien, c'est bien. Non, mais il faut le rappeler. Ben non, mais en gros, c'est... sont où mes notes? C'est la dernière fois qu'il y a eu une éclipse totale comme on va avoir à Montréal. Ça remonte à 1932. Oh, fuck, OK. Je m'en souviens, je l'avais manqué. Ouais, moi aussi. Ouais, j'étais presque, mais en tout cas. Et la prochaine, si vous la manquez, ça va être en 2205. OK, je vais la manquer. Ceci est un événement... Je peux te garantir que tu vas manquer ça. Ouais, c'est un événement quand même peu fréquent. Ce qui se passe, c'est que c'est pas partout à travers le monde qu'on peut voir une éclipse totale. Il faut que les astres soient bien alignés, tel le Ragnarok. N'est-ce pas? Merci. Il y a ce qu'on appelle une bande de totalité où ce qu'on a le bon angle, tout dépendant géographiquement, pour voir l'ensemble
L'ensemble? Pour voir l'éclipse, comme si tu dépasses de la bande, tu vas voir une éclipse, mais tu la verras pas complète. Il n'y aura pas la Lune qui bloque le Soleil au grand complet. Cette bande-là a une largeur géographique d'à peu près 200 km, mais nous, on est comme ici à une des extrémités nord de la bande. C'est-à-dire que on est dedans, mais mettons... Mais c'est à la limite. Ouais. Mettons que tu es comme à Annecy ou à Laval, tu es trop loin. Oh, attends, excuse-moi, je viens d'avoir... Oui, attends. Oui. Ah, on vient de m'apprendre que c'est aussi une raison pour l'augmentation de certains loyers dans la région où on peut voir l'éclipse. Ah, motadine. Fait que il y a... t'es à côté d'un métro, puis il y a une église totale, tu vas pouvoir voir. C'est sûr que c'est qui, lui? C'est pas ton proprio actuel, ressemble un peu à ton ancien. Non, il ressemble à... Non, mon ancien était super cool. Ta classique voix de vendeur de char. Fait que cette éclipse-là aura lieu, je l'ai dit, lundi le 8 avril. Ça commence à 14h14, ça dure jusqu'à 16h36. Il y a plus ou moins 1 minute et demie à 15h27 où là, ça sera l'éclipse complète et totale. Mais si, mettons, vous êtes un peu plus au sud, genre, mettons, à Sherbrooke, ça va être plus longtemps que ça. C'est genre 3 minutes 26. Fait que si jamais... Avez-vous vos petites lunettes, vous autres, Gauthier? J'ai mes lunettes. Moi, j'ai mes petites lunettes, puis je m'en vais en Estrie la voir. Bon, c'est une bonne idée, ça. Je cherche où aller, d'ailleurs, moi aussi. Je suis pas trop sûr encore. Ben, c'est ça. Si vous voulez pas sortir de la ville, à Montréal, il y a des activités prévues à la fois au Centre des sciences, dans le Vieux-Port. Non, mais je veux voir la Lune, pas des gens. Ouais, c'est vrai que... Mais ça, je vais en Estrie. Si t'as déjà tes lunettes, tu devrais être correct. Hey, t'as-tu des lunettes qui m'empêchent de voir les autres personnes? Ça se peut que tu bumpes dedans. Ouais, c'est pas le problème, ça. Parce que c'est ça, au Centre des sciences, puis aussi de quoi au Parc Jean-Drapeau, où il y aura des lunettes qui seront distribuées gratuitement. Fait que c'est vrai que tu vas voir des gens, mais tu sais, mettons, Parc Jean-Drapeau, ils parlent qu'il y auront 150 000 lunettes à donner. Fait que j'imagine qu'ils attendent du monde, mais qu'ils aussi veulent pas en manquer, parce que là, je vais le répéter souvent, mais à la maison, ne regardez pas l'éclipse. Si et puis même les lunettes, il y a des gens qui achètent les lunettes sur Amazon, mais faites attention. Ouais. Okay, il faut que ce soit des ISO. Puis là, je le dis de mémoire, mais c'est pour vous indiquer quoi regarder. Là, ça se trouve en ligne. C'est genre des ISO 32121-2. C'est une affaire comme ça. Regardez le code en ligne, puis assurez-vous que ça l'est. Puis d'ailleurs, regardez les critiques aussi, parce que des fois, ils disent que c'est ça, puis c'est pas ça. Vérifiez où vous achetez vos lunettes, parce que les yeux, c'est précieux. On en a juste 2. On a juste 2, puis ça se remplace pas trop. Genre, une hanche, ça se change des yeux. Non, c'est ça. J'en rêve, là. Je suis ça. C'est un beau slogan. Par contre, si vous avez des corps enterrés, c'est le meilleur moment. Tout le monde va être occupé à regarder l'éclipse. Ouais, les yeux vers le ciel. J'ai-tu d'autres choses à dire? Ben, c'est ça. Il y a de quoi aussi sur le campus de l'Université McGill. Tout ça, c'est à Montréal. Là. Donc, Centre des sciences, Parc Jean-Drapeau, campus de l'Université McGill. Il y aura, peut-être des animations. Je pense que plus au Centre des sciences, il y aura comme des scientifiques puis des gens pour expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu regardes. Sinon, si vous voulez faire comme Gauthier puis pas rester à Montréal, j'ai vu qu'il y avait des affaires au Marford, à Bromont, à Mégantic. Fait que je pense que toutes les places qui sont en Estrie puis qu'il y a une montagne organisent un petit quelque chose. Là, fait que vous googlerez ça selon qu'est-ce qui vous adonne, mais il y a des choses de prévues un peu partout. L'affaire qui gosse, c'est que c'est un lundi après-midi, fait qu'il faut que vous preniez congé. Ouais. Ou que... Ouais, c'est ça. Quoi, les malades. Ouais. Oh, tu sais, tu peux sortir dehors, checker. Tu repousses ton break. Là. C'est ça. Parce que c'est ça, là, ça dure genre de 2h30 à 4h30, mais ça, c'est l'ensemble de genre de déplacement. Comme le pic de tout ça, il dure 1 minute et demie. C'est ça. Comme moi. OK. C'est pour ça que je serais pas au mystérieux le 8, d'ailleurs. Tu seras pas là au 8? OK, ouais. À cause de ces blagues folichonnes? Ouais, à cause que Ben dure juste 1 minute. 1 minute et demie. Je me time ça à la lune. Je suis désolé. Ouais. Puis là, oubliez pas, la prochaine est juste en 2205, fait que...
Niaisez pas. Les loyers, à ce moment-là, ça va être cher. Anyway, après ça va être sur YouTube. Mais ce qui va arriver en 2205, c'est que tous nos jobs auront été volés par l'IA. On va tous habiter dans le même parc, dans genre des campements de bidonville. Parfait, on va pouvoir le voir. On n'aura pas besoin de prendre congé. Essayez d'être positif. C'est cute de penser qu'il y a encore des affaires en 2205. Ouais, sûrement genre des reliquats d'humanité glauque et dégueulasse. Ah ouais, ça va être Je pense pas qu'on va disparaître tout d'une shot. Là. Je pense que ça va être long et laborieux. Oui, ça j'allais dire. Pas d'une shot, non, mais ça va être long. Ouais, c'est ça. On est résilient. Oui, on a des beaux petits cafards. Est-ce que vous aviez des trucs à rajouter, messieurs, avant qu'on passe à l'entrevue avec Predge? Parce que Predge est là pour plugger son dernier livre. Je pensais que j'avais tout hey, je suis pas là pour rien, moi. Non, c'est ça. Il s'est pas déplacé pour absolument. Des affaires à vendre, moi, là. Toi, Gauthier, il te restait-tu quelque chose? Non, c'est bon. Ben, on va passer à Predge d'abord. Yeah! Attends, j'ai-tu un bumper pour d'entrevue? Non, mais j'ai ça. C'est pas mal le meilleur bumper. De la gang, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai redemandé à Nick qu'il refasse des bumpers inspirés de Sylvester Crystal. Qu'est-ce que t'en penses? Après, je te viens présenter ton troisième livre. Et là, tu l'as dit tantôt, t'es maintenant officiellement pour toi un auteur. Je pense. Hein? Après La mort en héritage, le livre que tu as fait aussi, des chroniques de l'abîme avec Charles Beauchesne et Pierre Banque, tu viens présenter La mort sur ordonnance. C'est 3 disponibles aux éditions de l'Homme. Ça prend du temps à écrire un livre, hein? Eh boy, oui. Qu'est-ce qui te motive à choisir tel ou tel sujet? Qu'est-ce qui t'enligne vers le sujet? Parce que là, c'est autour d'histoires vraies, insolites, entourant les meurtres médicaux. Mais qu'est-ce qui t'a fait choisir ce sujet-là? Même le premier livre, Meurtre en milieu familial, je le savais pas trop. Moi, j'y vais avec mon cœur tout le temps. Je suis un gars qui écrit à l'instinct. Fait que je pense que je suis allé... Le premier, c'était peut-être inconscient, mais je pense que je suis allé avec mes plus grandes peurs. Puis là, je dis peur, pas que j'ai peur de la famille ou des hôpitaux, mais je pense que... sans m'en rendre compte, je me suis attaqué à des sanctuaires. La famille, c'est un lieu où on se pense en sécurité. Ben moi, je suis venu cracher là-dedans. Après ça, ben là, les hôpitaux, il faut qu'on se sente en sécurité à l'hôpital, mais... après la lecture de ce livre-là, ça se peut que ça n'existe plus, ce sentiment de sécurité. On s'en parlera, j'ai travaillé longtemps dans un hôpital. Puis j'ai déjà une idée pour le troisième dans ce cas. Je pense que je ferais justement... je vais me le garder d'un coup, là, mais je pense que je ferais justement une espèce de trilogie des sanctuaires. J'aime ça, aller... prendre un endroit où on est censé se sentir bien, puis tout briser ça. J'aime ça aussi, les gens ordinaires qui vivent des choses extraordinaires. C'est pour ça que les tueurs en série, c'est intéressant, là, mais c'est pas tant ça qui me fait triper. Moi, j'aime les gens qui pensent faire une bonne chose, puis finalement, non, quelle erreur, là, tu sais. Moi, c'est ça que j'aime. Comment... Puis c'est pas le meurtre non plus qui est intéressant, c'est le chemin parcouru qui mène là, tu sais, Comment qu'une personne comme toi puis moi, de zéro violent, peut se rendre jusqu'à l'irréparable? C'est ça qui est fascinant. Est-ce que justement, ça t'a surpris en faisant tes recherches, te rendre compte que la ligne pour devenir un meurtrier, elle est plus mince que les gens pensent? Je l'ai toujours su, mais on dirait que là, je cherche confirmation avec Ars Moriendi. On dirait que je cherche le nœud du problème. Pourquoi on l'échappe si facilement? Parce que c'est souvent ça, ça part beaucoup de fragilité plus que de réel élan de violence, là, pour plusieurs en tout cas. Mais, je sais pas. Moi j'écoute mon cœur, puis je trouve que les hôpitaux, je veux dire, c'est tellement un endroit où tout peut bien aller, puis être merveilleux. On sauve des vies, on donne naissance à des bébés. Puis dans la pièce à côté, c'est tout le contraire. Puis là, c'est l'enfer, puis la souffrance. Mais ce qui m'a brisé le plus, moi, c'est de découvrir à quel point on n'est pas autant en sécurité qu'on le pense. Puis là, je parle plus des médecins, mais je parle des institutions au-dessus. Les ministères qui sont supposés surveiller justement parlons-en. Qu'est-ce que tu as découvert justement en écrivant ton livre? Ben, tu sais, je suis pas quelqu'un qui a confiance à son gouvernement tant que ça à la base, là. On va se le dire, j'étais un petit révolutionnaire dans l'âme. Mais il reste que les histoires que j'ai sorties, finalement, je me suis rendu compte que dans pratiquement chaque cas, là, j'essaie de penser, c'est des exceptions. Ben, il y a des exceptions, ça dépend des histoires, mais dans tous les cas plus classiques de meurtre, on réalise que ces tueurs-là auraient pu être arrêtés bien avant si le ministère ou les institutions avaient fait leur travail. Là, c'est un cas, tu parles, c'est des cas aux États-Unis seulement ou partout?
C'est sûr que les Américains, c'est les vedettes là, de tuer des parce qu'il y a une semblables. valeur marchande autour de l'économie médicale. Mais faut pas croire qu'on est mieux ici ou ailleurs. Là, Puis c'est ça que j'aime quand je fais ça. C'est sûr que celui-là, il est un peu plus américain que mon précédent où je m'étais forcé à aller faire le tour du monde. Mais il reste que tu te rends compte que les problématiques sont les mêmes partout. Mais c'est ça, c'est terrifiant de voir à quel point. En fait, c'est parce que là, tu as l'hôpital qui va découvrir qu'il y a peut-être un cas problématique sous son toit. Ils vont faire ce qu'ils peuvent pour le pousser, mais sans nuire à leur propre réputation. Ils vont fermer le gueule, ils lanceront pas d'enquête. Tout ça pour protéger la réputation de l'hôpital. Surtout qu'aux États-Unis, c'est indépendant, c'est des compagnies. Fait que là, tu peux te faire poursuivre pour beaucoup d'argent. Ben oui. Fait que là, après ça, mais il faut quand même qu'ils dénoncent certaines choses au ministère. Fait qu'ils en parlent. Mais là, le ministère, lui aussi, veut protéger des affaires. Des fois avec raison, des fois à tort. Fait que ils font pas toujours leur job. Puis là, on l'échappe. J'ai une histoire où je parle d'une clinique d'avortement, par exemple. Mais là, l'avortement... D'ailleurs, aux Éditions de l'Homme, il était nerveux quand j'ai dit que j'ai une histoire d'avortement. Il était... Attends une minute, là. T'es sûr tu veux faire ça, toi, là? Puis... Leur réaction, c'était exactement pourquoi je voulais le faire. Puis c'est exactement le sujet de l'histoire, au final. Oui, il y a eu... Même ici? Ici, on est moins payés, mais je te parle pas... Ouais, j'avoue, j'y arrive. C'est-à-dire que le problème, c'est pas l'avortement ou l'accès ou non à l'avortement. Le problème, c'est que quand on a l'accès... C'est tellement précieux puis fragile, cet accès-là, que personne ne veut parler contre l'avortement. Que ça peut aller mal. OK, je comprends. Personne. Aux États-Unis, ce qui fait qu'au final, à un moment donné, le ministère a dit on va arrêter de faire des vérifications. On va les laisser tranquilles. On va pas s'occuper de ça. Pour pas justement nuire. Pour pas nuire à la réputation. Mais au final, ça a ouvert la porte aux escrocs et à ceux qui géraient ça tout croche. Puis c'est ça. J'ai choisi une histoire de tout croche que je raconte d'ailleurs dans le livre. Mais moi, c'est ça qui m'a le plus... Les histoires de meurtre, je les connais, là. Ça me fait plus peur. Mais de réaliser qu'on n'avait pas de filet de sécurité, là, et puis c'est pas vrai qu'on est mis au Canada, je veux dire. MK Ultra, c'était au Canada, puis c'est ici à Montréal. Là. Je veux dire, il y a des cas, là. Mais je vais citer un de mes amis, tout tient que de la gomme puis du tape. Beaucoup plus qu'on pense. On a eu une tempête, il y a 3-4 branches qui sont tombées dans la rue, puis Montréal au complet a arrêté d'exister. Là, pendant une semaine. Oui, c'est vrai. On est fragile. Oui, on est très, très fragile. Là, c'est un exemple qui n'a pas rapport à la santé, mais c'est ça partout. Tu parlais de Ars Moriendi, parce que ton podcast qui est dédié justement aux histoires insolites, de meurtres, de tueurs en série. Tes 3 livres traitent un peu aussi du même sujet. Le true crime était excessivement populaire en ce moment. Il a toujours été. Il a toujours été. Toujours été. Vous retournez des années 20, les journaux parlaient de trucs sordides. Ça a toujours été là. C'est juste que maintenant, les médias qui en parlent, c'est différent. C'est ça, on est dans une grosse vague. Mais comme cette information-là, je pense que les fans de True Crime sont très friands d'informations, d'histoires nouvelles aussi, parce que c'est souvent les mêmes histoires qui se répètent. Moi, je me demande dans ton livre, comment tu fais pour t'approprier ces histoires-là que peut-être d'autres personnes ont déjà entendues ou peut-être déjà lues? Est-ce que tu as une manière pour qu'ils deviennent toi? Ça, c'est une question tough, parce que je le sais pas. Comme je dis... Je l'assume, moi je suis un gars sans formation. Là. Je m'en vante pas, là, mais j'ai pas beaucoup de diplômes. Là. Mais j'ai beaucoup de livres, par exemple. J'ai beaucoup Plus que certaines personnes ont des diplômes. J'ai beaucoup de livres en tout. Mais non, mais en fait, c'est ça, je suis un gars qui écrit à l'instinct. Puis d'ailleurs, c'est ça qui me touche, que les Éditions de l'Homme veuillent me publier, qu'il y a des gens qui veuillent me lire ou m'écouter. Moi, ça me fait capoter parce que j'y vais juste avec mon cœur, là, tu sais, j'y vais avec le chemin qui me semble le plus logique. Mais t'as sûrement trouvé une manière pour t'approprier ces histoires-là sans répéter nécessairement juste l'information. Je pense qu'à la longue, c'est une approche qui est venue d'elle-même, naturellement, puis là, elle fait partie de moi. Je sens pas que j'ai besoin d'y réfléchir, sauf qu'au final, je le sais que j'ai ma manière de raconter. Moi, j'aime reculer loin. D'ailleurs, mon éditrice me le reprochait un peu. J'ai retravaillé quelques trucs, mais j'aime ça reculer jusqu'au début, à la naissance, puis son enfance, puis on grandit avec cette personne, puis on la suit du début pour essayer de
possiblement, si on est chanceux, mettre le doigt sur un petit déclic à un moment donné qui a tout fait foirer, là, puis qui est parti tout croche après. J'aime ça. Fait, reculer loin pour comprendre le chemin, puis aussi essayer d'amener une espèce de réflexion morale à tout ça. Je ne prétends pas avoir de réponse. Personne n'a toutes les réponses. Là. Encore moins moi. Là. Mais j'aime ça soulever des questions qui vont faire que tu vas déposer le livre après, puis peut-être dans la peur puis le stress, mais tu vas te poser des questions. Juste avant de te faire enlever les amygdales. Mais tu vas quand même te poser des questions, puis peut-être ça va c'est de soulever des questions, essayer d'amener la réflexion ailleurs. Puis moi, je considère que en apprendre plus sur mieux comprendre la nature plus sombre de l'humain, c'est aussi apprendre à mieux se connaître. C'est une chose que tu as souvent dit, tu l'as dit à propos de ton podcast, que tu n'étais pas devenu moins empathique avec les années, tu étais devenu plus empathique avec les années. Est-ce que c'est une manière aussi pour sonder le psyché humain que tu écris, que tu fais des podcasts sur les trucs oui. Comme je dis, moi, j'ai de la misère encore à comprendre mes émotions, mes réactions. Moi, j'ai vraiment senti une brisure pendant la pandémie là, qui a accentué tout ça. Je cherche encore comment en discuter, en parler de ça peut-être dans le podcast éventuellement. Des fois, je fais des introductions en début de saison, mais je suis pas encore, tu vois, ma réflexion n'est pas terminée là-dessus, puis ça fait 4 ans, là, 3 ans. Là. On a du fun, hein? Puis, mais ma réflexion sur qu'est-ce qui s'est passé en moi qui s'est brisé, qui fait que oui, j'étais très empathique, j'étais plus fragile, je suis plus compréhensif de mon prochain que je l'étais avant. Il y a tout ça là, qui est venu avec Ars Moriendi. Sauf que la brisure qu'il y a eu pendant la pandémie, je ne peux pas l'expliquer outre. On l'a tout vécu, on sait que ça a été émotionnellement un peu difficile là, pour certains. Tu parles, mais outre ça, moi, je l'ai pas vécu si durement que ça. Alors, j'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui a... C'est quoi l'espèce de chaîne qui s'est brisée en moi, puis à cette heure, je suis rendu tellement fragile. C'est-tu juste l'âge, puis la pandémie, c'est un timing un hasard dans le timing? T'as peut-être eu une perte, comme plusieurs l'ont eu, puis moi, je l'avais déjà, de désillusion. Là. T'as une perte peut-être. Comme moi, je pensais que c'était un événement qui allait souder les gens, puis collectivement, on allait pouvoir faire front commun à cette affaire-là. Puis tu te rends compte que ça a été tout il y a le contraire. beaucoup de grains dans l'engrenage, finalement, hein? Puis fièrement. Fièrement dans l'engrenage. Fièrement dans mais l'engrenage. Tu sais, au final, là, je finis tout le temps mes épisodes en disant Memento Mori, là, mais... Souviens-toi, tu vas mourir. Mais c'est ça. Je veux dire, au final, moi, c'est ça. Je veux dire, je vois pas ça négativement. Oui, je me sens plus fragile qu'avant. Oui, je réalise à quel point notre monde est fragile plus qu'avant, autant pour moi que pour le monde. Là. Mais au final, ça me donne juste une raison pour plus en profiter du temps qu'on a. Profiter de mon monde, profiter du soleil, de mes chums, puis tu sais, sortir, puis c'est ça, c'est de profiter de chaque minute comme si c'était la dernière, mais c'est pas négatif, tu sais. Dans le livre, tu fais des espèces d'intertitres où tu vas présenter des anciens remèdes médicaux qui sont désuets, qui ont été prouvés comme étant c'est des trucs de charlatans ou des trucs des histoires de grand-mère finalement qui étaient juste l'évolution de la science, on pensait que c'était ça, finalement c'est pas ça. Pas ça. Finalement, il fallait pas manger du plomb pour avoir du fer dans le sang. Y en a-tu une histoire, une en particulier, un remède en particulier qui t'a plus intéressé que les autres ou qui t'a plus marqué que les autres? Moi, j'aime les erreurs. Ouais. J'aime quand quelqu'un se trompe à un moment donné au 16e siècle puis que ça a encore des impacts après ça des années 2000. Ma préférée dans ce concept-là, je pense, c'est les momies. Parce qu'il y avait un brai minéral à l'époque qu'on appelait le mumia. OK? Mais là, quand... C'est aussi un Pokémon. Oui, mais là, je résume. Je fais ça très rapidement. Là. Mais dans sa traduction, il y a eu une erreur. Parce que dans la traduction en français, après ça, il y avait comme 2 significations au mot le brai minéral, mais aussi momie. Fait que les gens ont commencé à croire que pour obtenir ce brai-là, on pouvait l'obtenir dans le corps des momies. Puis là, on a commencé à... Attends. Bien logique. Ah oui. Les momies sont devenues à tel point un marché lucratif que pendant un bout de temps, le Royaume-Uni avait une taxe d'importation de momies sur les momies. Puis là, évidemment, à un moment donné, il n'y en a plus de momies. Là. On a fait le tour, là, surtout qu'il fut une époque où on organisait des
je vais dire ouverture à défaut d'avoir le mot que je cherche, là, mais ouvrir une momie dans là. Un party. Hey, venez-vous-en, on a un party de momie. Party de momie, on va déballer, c'est ça le mot que je cherchais, déballer une momie vers 9h, amener votre alcool. Une tradition québécoise, hein? Mais il reste que c'est ça. On n'avait plus de momies, fait qu'ils ont commencé à utiliser les sans-abri, puis les morts de peste, puis de syphilis, puis là, ils trempaient dans le béret, là, puis ils vendaient ça. Fait que quand on a voulu boire le liquide qui était on avait retrouvé dans un sarcophage récemment, il y a une couple d'années de ça, c'était c'était pas nouveau. Ça venait de là. L'histoire se répète. L'histoire se répète tout le temps. S'il y a un vase communicant entre tes 3 livres, ça serait lequel, outre la mort? Le sentiment de sécurité. Comme je disais, les sanctuaires, là, tu sais, c'est un mot-clé que j'aime beaucoup, sanctuaire, mais en fait, c'est ça. C'est des endroits où on est censé se sentir en sécurité, tu sais, c'est le cocon familial, c'est l'hôpital, là où on va les résoudre tes problèmes, on va pas t'en causer des nouveaux, là. C'est ça, moi, on va tout jeter ça à terre. On va tout briser le sentiment de sécurité que tu pensais que tu avais chez le médecin, parce qu'il faut jamais oublier une affaire. En fait, 2 affaires qui se rejoignent au centre, puis je pense que c'est ça qui m'a intéressé dans le livre. C'est-à-dire que d'un côté, tu as la science, qui n'a aucune morale, à 100 sacs de ton opinion, la science. Puis de l'autre côté, tu as ceux qui la contrôlent. Tu as le médecin. Fait que là, tu as le médecin qui se doit d'être empathique, qui va gérer une science qui, elle, n'a aucune morale. Puis là, il doit marcher sur le fil, sur la mince ligne qui sépare les deux sans tomber ni d'un bord ni de l'autre. Malheureusement, les gens n'ont pas tous le même équilibre et souvent ça tombe, puis c'est souvent ça qui est le sermon. C'est quoi, c'est le sermon d'Hippocampe, là? D'Hippocampe. D'Hippocrate. Le serment d'Hippocampe. J'adore. Oui, c'est pas tout le monde qui l'interprète de la même manière. Non. Ben d'ailleurs, regarde, je l'ai écrit aussi au titre, hein? Je t'airis ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué. C'est une phrase du serment d'Hippocrate, tu sais. Ah oui, le fameux serment d'Hippocrate. Comment ça que le médecin, il fait le serment de fermer sa gueule sur les affaires qu'il n'est pas obligé de dire? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ouais, c'est ça. Souvent, il y a malheureusement, en sciences médicales, il y a trop souvent une loi du silence. Allez lire ça dans La mort sur ordonnance, c'est le nouveau livre de Simon Predge aux Éditions de l'Homme, mais il y a aussi Les Chroniques de l'Abîme que tu as fait avec Charles Beauchesne et Pierre Banque, puis tu as aussi ton premier livre qui est encore disponible, La mort en héritage. Donc tout ça chez les Éditions de l'Homme. Merci Predge. Merci, Est-ce que Predge, parce que Ars Moriendi, c'est à la base d'un podcast, est-ce que c'est tout du nouveau stock dans le livre? Est-ce qu'il y en a qui existent déjà sous forme d'épisodes, mettons? C'est presque tout du nouveau stock. Il y a une histoire que j'ai déjà faite qui était Le Jeûne, que j'avais déjà parlé, avec Elizabeth Burfield Hazard, que j'ai déjà parlé dans le podcast. Sinon, il y a La femme toxique que j'ai déjà raconté sur le Patreon uniquement. OK. Et tout le reste, c'est du nouveau stock. C'est presque... Wow. Puis y a-t-il une nouvelle saison même, de Ars Moriendi qui s'en vient? Oui, je gratte mon temps pour essayer d'avancer ça. J'espérais pouvoir m'y remettre en février, mais là, sortir un livre, préparer un show live, puis écrire une nouvelle série TV, tout en même temps, faites jamais ça. Il y a personne si vous voulez dormir, là, faites pas ça. Maintenant, on va le plugger. Là, j'achève, j'arrive au bout, là, mais ça va revenir bientôt. J'espère... fin avril, être sur le bord de le sortir, mais sinon, mai au plus tard, puis après ça, tout le reste de l'année, ce ne sera que le podcast. Génial. Puis là, maintenant, ton podcast va être disponible sans pépin parce que tu as quitté Choc. Mais d'ailleurs, tu vas être au Festival Transistor pour présenter un épisode devant le public. C'est la première fois que tu vas faire ça. Tu as déjà fait un segment il y a longtemps là, sur notre show, mais là, c'est un show à part entière. Mais là, c'est vraiment un show d'Ars Moriendi. Là. Fait que là, c'est de la lecture. Je vais pas être avec ma petite feuille puis vous faire des blagues comme avec les mystérieux. Là, c'est vraiment comme si on enregistrait un vrai épisode d'Ars Moriendi en direct avec des comédiens. J'ai 2 comédiens qui vont être avec moi. Je raconte une histoire. J'ai le goût de garder la surprise. Oui, mais je raconte une histoire d'un duo amoureux qui va partir en cavale. J'en dis pas plus. Je vais être accompagné sur scène par Marie-Sophie Roy et Mathieu Niquette. Marie-Sophie Roy qui a fait la projection de Le Sapin les Boules. Exact. Exact. Marie-Sophie Roy et Mathieu Niquette. Qu'on connaît toutes, qu'on connaît bien. Puis les ambiances sonores vont être par mon spécialiste des effects dans mon show qui s'occupe des atmosphères et tout ça, Éric Lafrance, qui va mixer tout ça live. Puis
que c'est pas facile. Là, on a monté notre chorégraphie sonore, parce que c'est ça, là, c'est une chorégraphie pour Eric. Là, là lui, il a fallu qu'on coupe les tunes, puis tout ça, puis ça te prend du lousse, il faut que ça respire. Là. C'est pas comme à la seconde près, comme le podcast, parce que là, tu sais pas à quelle vitesse que je vais parler, je sais pas si je vais te déranger. Avec un soundboard comme le mien? On est en train de travailler... on est en train de tester diverses manières. Là, on a une console de DJ aussi, professionnelle, mais on ne sait pas exactement sur quoi on va s'arrêter. Eric est en train de travailler là-dessus en ce moment. Mais on essaye de peut-être travailler avec une console de DJ pour faire des mix physiques avec les mains. Ceux qui connaissent faire du live sur un écran avec une souris, c'est l'enfer. Ah, c'est la pire affaire. On veut des boutons physiques, fait que c'est ça qu'on est en train de tester. Moi, je suis en train de réfléchir à la scénographie. T'as-tu la date par cœur? Je ne l'ai pas noté, malheureusement. C'est je suis pas bien bon là-dedans. Festival Transistor, c'est vers la fin avril. Je pense que c'est le 26 avril. C'est le vendredi. Oui, c'est ça. C'est le vendredi 26 avril en plateau double avec le podcast Captive qui, elle aussi, va avoir la musique live sur scène. Oui. Ça va être très cool. Mais tout l'horaire du Festival Transistor. Oui, il passe cette année. Les Sidérés vont être là aussi. Je l'ai réécrit, là. Je veux dire, je l'ai dit à boire que vous avez fait une belle job cette année. C'est peut-être, à mon sens, la plus belle programmation. La seule critique que j'avais, je trouve, de certaines éditions, puis ça, je pense que je l'ai même dit à Julien là, qui s'occupe du festival, c'est que je trouve que des fois, il y avait beaucoup des podcasts dits de l'industrie versus des podcasts qui sont indépendants. Puis le podcast a été souvent, longtemps, en fait, propulsé par la balado indépendante. Fait que je trouvais que c'était un peu dommage. Je crois que je comprends ses choix, puis tout le monde, à un moment donné, il faut que tu en fasses. Là. Mais cette année, je trouve que c'est une belle balance. C'est un bon mélange. Une belle semaine de programmation incroyable. D'ailleurs... Ça fait longtemps que je suis allé avant la pandémie. Mais oui, viens donc, là. J'ai pas de char, j'ai pas comment descendre. C'est ça le problème. On peut s'arranger, on s'en reparle. Moi, je descends, puis Éric Lafrance, lui, il revient le samedi. Moi, je vais rester le samedi soir. Fait que, gars, il y a de quoi faire, là. On s'en parlera. La dernière fois que je suis allé, on a fait se faire frapper par un char de jeunes anglais qui était chaud, là. Ils ont passé à... C'est le fun. Ça aurait pu être un chevreuil, gars. Tu sais jamais. Ça va sûrement réarriver. Tu peux recréer, c'est ça. La vie, c'est fragile, c'est cyclique, man. Time is a flat circle. Merci, Pred. Memento Mori. Bonne lecture. Memento Mori. Bonne lecture. J'espère que vous allez aimer ça. Yes. On va prendre une petite pause, puis on va parler de la BD de la semaine, mais juste avant, je vous invite à donner au Patreon des Mystérieux Étonnants pour garder les lumières allumées. Allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus pour l'équivalent d'un café par mois. Faites en sorte que les Mystérieux Étonnants existent. Je sais que tout coûte cher, l'inflation, puis tout, ça fait mal. Mais si vous pouvez nous aider, ça tombe pas dans un trou. Là. C'est quoi un petit 2, un petit 5, un petit 50? Non, c'est même pas un 5. C'est un café. C'est vraiment un café. Mais s'il a le goût de donner 50, s'il veut donner un 50, il peut le faire. Il peut le faire. C'est ça qui est le fun de Patreon. C'est une plateforme qui est super malléable. Donc, si vous les abonnez simplement pour un mois, arrêtez, revenir, vous pouvez le faire. Des gens qui font des runs de 6 mois, 3 mois, on le voit pas pendant un bout, puis ils reviennent. Cet argent-là est réinvesti dans les Mystérieux Étonnants. Donc, en échange, on vous offre des goodies, le podcast Bifurcation, que je fais avec mon ami Rémi Fréchette. On est en train de passer au travers des Ernest. La semaine passée, c'était Ernest Rides Again, et cette semaine, ça sera Ernest... C'est quoi déjà celui de cette semaine? Les 2 derniers sont pas très mémorables. Ernest Goes to School. Oui, on les fait dans l'ordre. Ah, Goes to School. Il est bon, celui-là. Non, il est dégueulasse. C'est épouvantable. Sinon, on vous donne à l'avance les épisodes de Terre Humaine chez Isidore. Vous faites en sorte également que Noël chez Isidore et Terre Kaiju existe. D'ailleurs, un épisode qui est sorti samedi de Terre Kaiju, saison 3. L'épisode enregistré concernant Godzilla Minus One, auquel Laurent a participé, d'ailleurs. C'était épique. Écoute, ça fait tellement longtemps que c'était épique. Ça fait longtemps que c'est enregistré. Oui. Ouais, ça fait genre 6 mois. Là. J'ai réécouté le début à matin, puis j'étais comme, ah oui, hein. C'était ça, cette journée-là. Ouais, c'était ça, cette journée-là. Vous aviez... C'est pas facile. Non, vous avez quelque chose dans l'esprit. Sinon, voilà, vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Donc, quand vous abonnez au Patreon, c'est pas automatique. Écrivez-moi à travers la plateforme, puis je vais vous envoyer un lien. Discord, c'est comme Internet, mais sans trou de cul. On échange des articles, on discute, on écoute de la lutte et des films. C'est vraiment une super communauté. C'est vraiment la meilleure place pour acheter des cristaux magiques. Non, c'est justement la meilleure place pour éviter ceux qui vont essayer de t'en vendre. Parce que c'est un huis clos. Donc, les gens... ça, moi, les cristaux. Hey, sacrément, là.
Je t'inviterai sur mon groupe. OK. En tout cas, si vous voulez pas acheter on mange du gâteau blanc les samedis. Venez sur le Discord des Mystérieux. On est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants est disponible sur notre site internet. Donc, je mets juste les 300 derniers épisodes. Si ça vous intéresse, le reste est tout sur notre site. Puis on est sur Facebook, Instagram puis les autres plateformes de bullshit, mais surtout sur le Discord. On revient dans quelques instants avec la BD de la semaine. C'est quoi déjà le nom de la BD cette semaine? It's Only Teenage Wasteland. Merci. Voilà. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée qui s'appelle It's Only Teenage Wasteland de Kurt Pierce et Jacoby Salcedo. À chaque semaine, des noms j'ai de la facilité à prononcer, qui est publié chez Dark Horse Comics. Le premier numéro est composé de 4 single issues, donc de 4 fascicules qui font le premier volume. Comment résumer rapidement l'histoire? Ça suit un groupe de jeunes à l'école secondaire, des ados. Là, fin secondaire. C'est ça, fin secondaire, qui sont pas les losers, qui sont pas nécessairement non plus les plus populaires, qui sont au milieu, qui sont quand même assez proches et qui ont des anxiétés d'adolescents, ils ont des relations conflictuelles, mais aussi d'amitié. Et lors d'un party, il y a un flash blanc. Et ils sont propulsés dans un univers qui est un genre de version parallèle, si on veut, difformée, distorsionnée de leur univers à eux, dans lequel tout le monde a disparu à part eux, et finissent par rencontrer des survivants qui pensaient à Mad Max, un peu, des survivants d'un univers post-apo, où les gens se battent pour du territoire et des ressources. Donc, ils essaient de découvrir qu'est-ce qui les a amenés dans cet univers-là parallèle, pourquoi ils sont là, et tout en essayant de garder leur lien d'amitié intact et sain. Voilà, c'est ça, mais essentiellement. Ouais, on va faire un tour rapidement là, pour résumer. On fait juste dire si on a aimé ça ou pas, puis après on en parle plus en détail. Fait qu'on va commencer avec toi. Est-ce que tu as aimé la bande dessinée? Ah, je t'avais demandé de passer en dernier parce que You wish. You wish, man. T'es l'invité, tu passes en premier. OK, on pourra en parler plus longuement après. Moi, j'ai pas trippé. Non. J'ai trouvé ça un peu cliché. OK. Mais je pourrais donner plus de détails par la suite. Là. On va y aller avec Laurent. Vas-y donc, Laurent. Je trouvais que c'est super bien parti. Puis après, c'est d'aller dans une zone de SF, dis-je, comme super cliché. Mm-hmm. Puis là, j'étais déçu. Ouais. Toi, Gauthier? C'est peut-être parce que maintenant, il y a énormément de séries Netflix et sur toutes les plateformes de diffusion qui aiment beaucoup ce genre-là, du post-apocalyptique. D'ado. Mm-hmm. Pour cette raison-là, fort probablement que j'ai eu l'impression de relire quelque chose que j'avais lu depuis comme 1000 fois. Là. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Mais il y a certaines petites choses que j'ai bien aimées, mais dans l'ensemble, je n'ai pas apprécié ma lecture tant que ça. Moi, j'ai eu du fun, mais j'ai beaucoup plus de fun dans le premier numéro des 4 où on était dans le monde réel. Puis j'étais full investi dans leurs relations interpersonnelles. Puis j'étais, oh wow, ok, je suis dedans. Là. Je suis vraiment dedans. Je trouvais que les ados parlaient comme des ados sans les rendre hyper intelligents ou hyper stupides. C'était nuancé. Chaque personne avait du volume, une personnalité, amenait quelque chose à l'histoire. Puis quand on est propulsé dans l'univers parallèle, je dis, OK, bon, où est-ce que ça s'en va? Je suis intrigué. Puis là, je trouve qu'on commençait de plus en plus à l'échapper. C'est pas aussi catastrophique pour moi que pour vous, en tout cas, au niveau de mon appréciation. Là, mais c'est pas la même appréciation. Mais je t'avouerais que la finale du 4e numéro, puis je pense que les auteurs savaient qu'ils allaient devoir faire un volume avec 4 puis passer à autre chose. Ils nous font une espèce de cliffhanger qui, pour moi, ne faisait plus de sens à partir de ce moment-là. Et qui a fait en sorte que j'ai comme un peu check-out au niveau de la bande dessinée. Ah ouais? Moi, ça a ramené mon intérêt, ce cliffhanger-là. Qu'est-ce qui serait ce cliffhanger? On spoil dans la partie d'émission. Tu parles le fait qu'il y a un reflash puis qu'on va dans le passé, genre? Ouais, on va dans le passé, exact. Là, je suis comment, là? Tu sais, parce que je suis comme... Leur monde, c'est ça, je trouve... Le premier numéro, il est bon parce que la relation entre les jeunes, il est bon, tu sais. C'est crédible, effectivement. Ils ont l'air des vrais ados. Ça fonctionne. C'est du monde aussi... Je trouve ça rare, là. Les gens se parlent intelligemment. Tu sais, le nombre de fois que tu checkes un truc, puis t'es comme, juste parlez-vous. Parlez-vous, sacrément. Là, ils ont des problèmes interpersonnels, puis ils se parlent, puis ils se comprennent, puis ils s'écoutent. Puis je suis comme, ah, waouh, ça fait du bien. On n'a pas ça tout le temps. C'est pas Seinfeld, là, où est-ce que c'est comme, faites juste vous parler. Tu sais, comme tout ça, j'étais down. Puis là, c'est juste que
j'aime ça, le post-apo, mais je veux dire, ce post-apo-là, il n'y a rien d'original. Je suis comme, pourquoi tu nous as amenés là? Pourquoi tu mets des bonnes relations entre tout ce monde-là, puis là, on le perd, parce que là, ça se disperse, puis tout, Puis je veux dire, ça ressemble beaucoup à Paper Girls, mettons. Ouais, un peu. Comme façon de procéder, mais c'est pas aussi habile, ça veut être Paper Girls, mais l'intrigue de SF est pas aussi intrigante, les éléments sont pas aussi intrigants, puis c'est ça, le Paper Girls, tu gardes la relation entre les filles, alors que là, tout le monde va de... Puis en tout cas, on perd tout, Mais là, je suis comme... On dirait que le punch final, ça m'a fait comme... Ah ouais, ok, c'est comme... J'ai une petite curiosité de savoir qu'est-ce qui se passe pour vrai, Je trouve que la BD, malgré son caractère fantastique, reste relativement ancrée dans le réel. Puis à partir du moment qu'on a un reveal qu'un des membres du groupe, qui est dans le spec, là, c'est dit dans la bande dessinée, est celui qui contrôle ou qui est responsable plutôt de leur fortune, c'est parce qu'il est une espèce de bébé prouvette d'un laboratoire, puis s'est échappé. Bon, Stranger Things. Ça, j'ai fait comme tabarnak, ok, on va loin, là. On passe d'1 kilomètre à 1000 en une fraction de seconde, puis il n'y a rien pour te préparer à ça. Dès qu'on arrive après le flash, je trouve que ça va tellement vite. Je veux dire, le premier volume, non pas le premier volume, mais bon, c'est 4... 4 volumes. 4 numéros qui forment le premier volume. Bon. Après le deuxième numéro, là, j'étais comme, ben là, ça aurait dû être un volume au complet, là. Puis qu'on aurait dû prendre le temps de ci, de ça. À partir du flash, là, bing, bang, pouf, ça fait 3 semaines. OK, il y a ça qui arrive. OK, l'autre, il y a lui, là. OK, lui, il y a une réponse. J'ai une question, paf, case suivante, on a la réponse. OK, ben, voyons, calmez-vous, là. Je veux dire, on dirait qu'ils veulent trop en faire, puis au final, ben, ils se ramassent à rien faire. Parce qu'il va trop vite. Puis là, peut-être à cause de la vitesse... J'ai l'impression que ça arrive tellement facilement, les réponses. Bang, bif, pouf. OK, il y a plus... C'est ça qu'on voulait savoir, maintenant on le sait. Ah, ben là, il y a ça qui se passe. Bing, bang, pouf. Ah, ben, OK, ben c'est ça qui se passe. Tu vois, j'ai senti qu'il y avait une certaine rapidité, mais elle m'a pas énervé parce que j'ai l'impression que la BD essaie de nous offrir de quoi de différent à chaque fois. Différent de quoi? Ben, tu vois que la première arche, ça aurait pu facilement tomber dans une histoire de post-apo. Puis avec la finale, où on se retrouve dans le passé, puis finalement, un des personnages rencontre son père en 99 à la veille de l'an 2000, du bug, ce que je trouve très, très, très drôle. Là, on va nous servir autre chose. Je sais pas c'est quoi qu'ils vont nous servir, parce que la série continue. Mais ils vont nous servir autre chose. Et ça m'a intrigué. L'histoire d'apo, post-apo, c'est pas mon genre le préféré. Fait que c'est peut-être pour ça que je suis biaisé, mais... moi, j'aime ça, pourtant. J'aime ça, mais pas... Après un moment donné, la misère, là, je suis plus capable. Faut qu'on passe à autre chose. Là, tu as eu de la misère, toi? Ben non, mais la misère est associée au post-apo, le tuage, là, entre les survivants. Puis saviez-vous que finalement, c'est l'homme, la bête, dans tout ça? OK, on l'a vu. Ils sont où les femmes? Il n'y a pas de femme, à part la sœur du gars qui a été aussi téléporté dans C'est vrai qu'il n'y en a pas d'autres. Puis ça, tu vois, rendu à ce point-là dans la série, je ne sais pas si c'est parce que c'est mal écrit ou parce qu'il y a de quoi qui se cache derrière ça. T'sais. Exactement. Ça, je te le donne. Est-ce que c'est parce que c'est mal écrit, mal réfléchi, ou c'est parce qu'il y a une explication qui est derrière? Moi, je trouve que ça fait très... Alors, en même temps, si vous autres, les spécialistes de la BD puis du fantastique... Même ça, on a vu ça souvent où il y a une fille, mais c'est la plus badass. C'est comme, mais mettez-en plusieurs, pourquoi il n'y a pas de fille? Comme tu dis, il faut qu'il y ait un élément qui vienne expliquer ça plus tard, sinon, ben c'est juste une très mauvaise idée. Puis on a eu qu'une partie de l'information. Pourquoi cet univers-là existe? Il est quoi, en fait? Est-ce que c'est une version... c'est pas expliqué encore. Est-ce que c'est une version du futur? Est-ce que c'est un univers parallèle, une copie corrompue? C'est quoi? Où est-ce qu'on est propulsé? C'est tellement... Encore là, je suis peut-être dur un peu, mais j'ai trouvé que c'était tellement facile que je suis convaincu que je peux te raconter le prochain volume. Puis c'est ça qui me gosse. Je veux dire, là, les questions que tu viens de poser, là, je peux te répondre avec les réponses de toutes les séries Netflix de post-apo parce que c'est tout le temps la même maudite affaire. Mais on n'est plus dans du post-apo à la fin de la prochaine. Mais arrête avec ça. Là. Non, mais c'est une case. C'est une case. Mais c'est une phase où on est dans le 99. Mais c'est une case. Prochain, Tu sais pas ça va être quoi. Mais justement. Fait que là, mais là, c'est celui-là qu'on critique ou le prochain? Parce que c'est pas ça le point. C'est parce que tu dis le prochain, c'est une histoire de post-apo. À la fin du dernier numéro, non, c'est pas ça que je veux dire. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. C'est juste que la fille badass, là, je veux dire, c'est la même affaire dans Walking Dead. C'était la même affaire. C'est leur mission.
C'est ça, exact. Mais il me semble que toutes les post-apo ont ça. Une fille, mais elle pète des gueules, fait que c'est correct. Voyons, mais en 15-20 des filles, puis les 15-20 surtout peuvent dans péter les des autres gueules, survivants qui sont hyper violents. Ouais, puis qui ont l'air vraiment genre d'une secte de masculinistes qui vénèrent le pénis, genre, c'est comme super malaisant. Ben, je pense que c'est à cause de cet élément-là, de cette gang-là, que je pense que tu as raison, qu'il y a peut-être quelque chose plus tard qui va venir expliquer pourquoi il n'y a pas plus de filles. Peut-être qu'il y a un clan de filles puis que les autres ils ont décidé de rester cachés, je ne sais pas. Peut-être parce que là, c'est le gars qui est sur le spectre, mettons, qui a l'air d'être à l'origine de ça. Puis ça n'a pas l'air d'être un gars qui a eu beaucoup d'interactions avec les femmes. Féminine, Peut-être avec cette fille-là, parce que c'est la grande sœur d'un de ses amis. Fait que, tu sais, peut-être que c'est juste du monde qu'on connaît, mais en même temps, tous ces bros-là, on sait pas trop d'où ils sortent. Tu penses que c'est lui qui a ramené le monde qu'il veut? Il a l'air d'être un moteur, en quelque part. De pas catcher comment, mais il a l'air d'être un moteur. C'est un processus qui est inconscient pour l'instant. Ouais. C'est comme toutes les personnes qu'il a fréquentées, puis toutes les places qu'il a fréquentées ont été transportées dans cet univers-là. Voilà. C'est celle qui marche encore. Il est en activité. C'est pour ça que le corner store, il est plein. Oui. Fait qu'il y a de quoi de personnel, tu sais, qui vient jouer là-dedans. C'est comme sa subjectivité à lui qui a créé ce monde-là. Exact. Même la façon que la ville est représentée, tu sais, initialement, je voyais pas la... OK, c'est une ville qui est comme concentrée. Tu sais, les monuments, les points d'intérêt sont tous collés un sur l'autre. Puis... Mais pendant un bout, j'arrivais pas à comprendre si c'était pour eux autres la même ville dans laquelle ils ont habité ou elle est différente. Mais moi, je pense pas vraiment que adressé. Ils ont l'air de... Oui, parce qu'ils sont comme... on va aller voir si mon père il est là, tu sais. Puis tout, là, je veux dire, ça a l'air d'être la même map, ils ont l'air ça n'a pas l'air d'une grosse ville, là, mais ils ont l'air de la connaître. Mettons, ça a pas l'air... Ils ont pas l'air désorientés par... Genre, c'est quoi cette place-là, tu sais. Mais t'as-tu remarqué que quand on voit le plan de reveal après le flash là, dans la fin du premier numéro, il y a comme il y a des statues, des lieux d'intérêt qui sont plus gros puis ils sont comme déformés. On dirait qu'ils sont entassés un sur l'autre. Je pense que le dessin aurait peut-être pu être mieux fait. Non, mais là, il y a une volonté. C'est mon opinion, mais j'ai vraiment pris le temps de regarder cette image-là. Ouais. C'est une de celles que j'ai pris le temps de regarder le plus parce que ça faisait du sens où j'étais. Puis je ne veux pas trouver aussi hot que ça. J'ai pas dit que c'était hot. Ce que je te dis, c'est qu'il y a... Mais c'est ça mon point. Je pense qu'elle aurait pu être... Ouais, mais je pense que son condensé fait pas de sens. Je pense que ça aurait pu être mieux fait, cette planche-là. Mais c'est peut-être juste mes goûts à moi. Ce que tu soulèves, moi, ça a été un problème quand je l'ai vu. Ben, ça marche pas, ça. Je pensais que c'était un monde chaotique. Tu passes à la prochaine page. Finalement, non. Fait que cette planche-là, pour moi, ne fonctionnait pas. C'est comme si j'ai essayé de mettre toute la ville en une planche. C'est pas de même, ça marche, là, tu sais. Sauf si la ville est déformée. Oui, mais elle semble pas l'être après. Non, c'est ça. Là-dessus, il y a comme il y a un manque de consistance, mais j'avais l'impression qu'elle était une version stéréotypé, déformé, condensé de l'univers qu'ils ont connu. Je pense s'il avait voulu faire ça, il aurait dû se mettre plus loin en distance. C'est sûr que c'est plus de travail, c'est plus de traits de crayon, mais là, on aurait compris c'est quoi la ville. Là, on ou est tu la laisses comme proche. ça, puis après, tu l'adresses dans les BD, dans les numéros qui suivent. Tu adresses le fait que, wow, c'est comme ce qu'on sait, ce qu'on connaît, mais qui c'est familier, mais pas tout à fait. Là, cette planche-là est justifiée. Mais c'est pas soulevé par... vas-y, Gauthier. Oui. Est-ce que vous avez lu avec la petite playlist qui était suggérée? Ah, je savais pas, moi. J'ai pas remarqué, moi, la playlist. Il y a un code QR à chaque... Il y a un code QR dans Spotify. J'ai pas pensé faire ça. Non plus. Ben moi, j'ai pas d'abonnement, fait que je l'ai pas fait. Qu'est-ce que t'as aimé ça avec la playlist? Ouais, c'était le fun. C'est ça. C'est pour ça que au début, en pré-show, je pense, j'ai dit ouais, j'ai quand même apprécié, mais avec un gros point d'interrogation. C'est parce que je sentais que ça avait été fait avec tellement d'amour. Ouais, ça on le sent. Puis de passion. Puis là, c'est ça, la petite playlist. Puis tu t'embarques quand même vraiment bien dans l'ambiance. Que ils m'ont fait comme. Ils ont réussi à me partager leur passion. T'sais. Après ça, c'est malheureusement pas mémorable comme ride. Genre, justement parce que pour moi, à date, il n'y a rien de très original qui se démarque. On sent vraiment que c'est une série qui a été faite parce qu'il y a une vague pour les récits post-apo puis avec des ados. Là.
C'est quoi le genre de musique qui était dans la playlist, dans la liste de lecture? C'est assez bigarré. Il y a comme un... Cannibal Corpse! Non, c'est ça. C'est plus du indie. Il y a un petit peu de hip-hop. Pendant la scène de party, tu sens qu'ils ont fait un beat pour que à un moment donné, t'arrives dans le party. Fait que c'est de la musique qui bouge plus. Quelle période à peu près? Est-ce que c'est... C'est quand même assez toute actuel. De la musique récente. Actuelle, ok, ouais. J'ai checké un peu, j'ai pas de compte Spotify, mais j'ai quand même été checker qu'est-ce qu'ils mettaient pour me donner une idée. Mais est-ce que les playlists n'étaient pas vraiment plus longues que de lire un numéro, par contre? Oui. C'est ça que c'est l'impression que j'avais. 40 minutes, là. Ouais, c'est ça. Je suis comme, c'est vrai que les numéros sont plus gros que la moyenne, mettons. Mais, mais ils se lisent assez vite. C'est la raison pourquoi je les ai pris, parce que je me dis, si près j'y viens, tu sais, comme je pourrais pas lire un omnibus à un invité. Là. J'ai une question pour vous autres. Puis c'est aussi pour donner une qualité là, à la bande dessinée. Je peux pas juste chialer. Là. C'est ma spécialité, à peu près tout, il faut l'admettre. Mais moi, j'ai aimé la chronologie. Comment qu'elle était montée, on passe d'un à l'autre, on passe d'un personnage à l'autre, on recule, on revient, on avance. Puis elle faisait du sens, j'étais jamais perdu. Non, c'est vrai. Ça, j'ai aimé ça. Mais ma question qui accompagne ce compliment-là, c'est est-ce que c'est fréquent qu'on va voir ça, une chronologie déconstruite comme ça dans la BD actuelle? Tout le temps. Ouais. On voit ça assez rapidement. On voit ça souvent. C'est très à la mode, c'est une manière de rajouter beaucoup d'éléments narratifs sur les personnages sans avoir à partir du début. Puis, Ça, c'est un risque aussi, là, je trouve. Là, maintenant, on utilise beaucoup le world building pour créer une intrigue. Puis je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée de trop le faire parce que, c'est-à-dire, je m'explique, là. L'auteur va créer un univers, puis les punchs de l'intrigue vont être des reveals de c'est quoi l'univers. C'est pas vraiment un récit. On révèle de l'information à propos de l'univers que c'est impossible de savoir sans qu'on te l'explique. T'sais. Fait qu'on te plonge dans un univers inconnu, puis là, le thrill, quand c'est bien fait, c'est de savoir c'est quoi cet univers-là. Puis là, on nous en donne un petit peu, comme un peu à la Lost, là. Puis ça, c'est adressé dans la BD. Oui, il le dit d'ailleurs. Hein? C'était-tu bon, Lost, hein? C'est ça. T'sais, fait que là, tu sens qu'il a vraiment trippé sur Lost. Il utilise un peu le même processus narratif. Puis je suis en train de lire une BD où c'est bien fait, qui s'appelle Geist Machine. Où, tu sais, justement, on te donne certains éléments à certains moments du récit pour comprendre c'est quoi l'univers. Puis il y a beaucoup de payoff, c'est-à-dire qu'on te récompense beaucoup. Là, on te donne l'information qui fait du sens, puis là, tu comprends des affaires que tu as déjà lues. Mais c'est un équilibre. C'est vraiment un équilibrage. Il faut vraiment que tu en donnes assez pour que les gens ils comprennent où ils sont. Si tu n'as pas de payoff à la fin de ton issue ou de ton volume qui est suffisant pour te faire comprendre l'univers dans lequel tu te trouves, ben tu réussis pas à accrocher ton lecteur puis à lui donner envie de lire la suite. Tu fais juste le perdre. Fait que c'est vraiment difficile à bien faire, là, je trouve. Mais c'est bizarre, mais je suis, malgré, puis j'entends vos réticences, je pense que je serais curieux de lire le prochain projet de Kurt Pyers. Attends, prochain projet ou prochain volume? Non, mais prochain projet. Là. Okay. Je trouve qu'il y a une plume qui est quand même assez intéressante. Elle est plus maîtrisée que bien du monde qui commence en BD. C'est un nouveau? Moi, je ne le connais que par cette bande dessinée. Là. Je sais pas. Je pense que c'est son plus gros projet mainstream si c'est pas le premier. Donc, juste pour ça, pour créer des personnages qui sont attachants puis que j'ai envie de suivre, je serais partant à relire une de ces BD. Ben, c'est vrai qu'on est raide un peu, là. Mais tu sais, je pense... Je me suis pas roulé à terre de satisfaction, mais je trouve que c'est vraiment un cas... Est-ce que tu fais ça normalement? Rouler à terre de satisfaction? Quand j'aime vraiment ça. Quelle bonne BD! Quand je finis mon livre dans le métro, c'est weird, honest. C'est pas l'affaire la plus weird que j'ai vue dans le métro. Sûrement pas. Tu sais, j'ai rien trouvé dégueulasse non plus. Je trouve que c'est vraiment un bon cas de ça fait la job. Tu sais, c'est pas particulièrement original. Je vais pas dire à personne
je sais pas la lire. Ouais. Ben, tu sais, je vais pas aiguiller personne, genre, check ça, c'est vraiment malade, mais si t'aimes ça un peu le post-apo, si t'aimes ça un peu la vibe littérature young adult, là, mettons, pourrait... Mais je suis quand même d'accord avec toi. Si tu tombes dessus à la bibliothèque, pogne-les, tu sais. C'est plus ça, c'est plus une location qu'un achat, ça que tu veux dire. C'est ça, tu sais, je pense pas que... C'est ça, ça vaut pas la peine tant que ça de te garocher au magasin, mais je trouve pas ça dégueulasse à lire. Là. Non, t'as raison. Tu sais, même le dessin, il y a peut-être des affaires un peu ordinaires dans sa façon de représenter la post-apo, mais je trouve que graphiquement, ça l'autre. C'est quand même pas pire. Là. Non, c'est ça. J'ai chialé, j'ai pas aimé, mais je suis comme toi, je pense que c'est pas mauvais. Je trouve que ça part tellement bien que c'est comme si après, ça devient décevant. C'est comme on voulait vraiment voir l'histoire de ces petits gars-là qui essaient de monter leur statut social. Moi, c'est ce qui m'a dit la bonne histoire. J'aurais gardé cette histoire-là puis j'aurais mis de côté parce que j'étais vraiment investi jusqu'au party. J'étais vraiment investi. J'étais comme, c'est cool, là. Qu'est-ce qui va arriver? Ah non, il se fait péter la gueule. Ils sont dans le futur. Ouais. Boring. C'est le fun aussi de voir une gang qui est comme dans la moyenne. Tu sais, c'est pas des douches, c'est pas des dorks. Ouais. C'est vrai que c'est souvent les extrêmes. Ouais, ça m'a rappelé mon secondaire. Ouais, moi aussi, l'anonymat du milieu. Ouais. Genre, un peu confortable. Un peu boulié, mais souvent ignoré. Non, mais je pense que la BD aurait gagné beaucoup s'il avait gardé cette évolution-là adolescente, même dans le passage post-apo. Et pour ce faire, je pense qu'il aurait fallu rajouter un autre 50 pages à ce volume-là. Parce que je pense que quand je dis que ça va trop vite, je pense que c'est ça. C'est un 4 numéro. Habituellement, un trade, c'est entre 5 et 6. Ouais, c'est ça. C'est très court, 4. Là. Mais je pense qu'on aurait gagné à ce qu'ils prennent son temps. Oui, c'est vrai. C'est 126 pages. Fait qu'ils ont boosté le nombre de pages. Les numéros sont plus gros, mais c'est le même nombre de pages. C'est vrai, t'as raison. Non, je pense que la BD aurait gagné à prendre plus le temps d'installer ses affaires. Mm-hmm. La première partie, on sent qu'il a mis beaucoup d'amour dedans. Puis après ça, on dirait qu'il veut juste enchaîner ses informations. Puis c'est ça qui m'a manqué. Je le voyais pas comme ça quand je suis arrivé ici, mais à vous écouter, c'est vrai que je l'ai mis après la partie dans le fond. Mm-hmm. Jusqu'au flash. Puis après ça, ça va trop vite, puis on s'attache à rien ni personne. Le nom de la BD, c'est It's Only Teenage Wasteland. C'est disponible chez Dark Horse Comics. Merci, Predge, d'avoir été avec nous autres. Merci de l'invitation. Merci. C'est toujours le fun de vous voir. Mais Gauthier, on le voit dans 3 semaines, parce que ce sera pas la semaine prochaine ni le 8. Non. Parce qu'on va aller voir l'Éclipse. Oui. Puis, Johan va être avec moi la semaine prochaine, comme Laurent puis les amis sont tous probablement dans leur famille pour le week-end de Pâques. Ah non, moi, je vais être là. Tu vas être là la semaine prochaine? C'est l'autre après. Ah, c'est pour toi aussi, tu t'en vas voir l'Éclipse? Non. Ah, OK. Bon, Johan va être là. Je suis ravi. Excellent. On va être en bonne compagnie. Moi, sinon, cette semaine, jeudi, je vais être à Opération Beurre des Cinoches parce que le week-end dernier, je suis allé voir Ghostbusters Frozen Empire. Oh, c'est sorti déjà. Oui, c'est exactement la réaction que tout le monde a. Même quand je suis allé voir le film après, j'étais comme ah ouais, c'est sorti ça. OK. Donc, il frappe fort. Donc c'est ça jeudi, Opération de Cinoche sur choc.hasard.fm. Puis sinon ça va être disponible en balado par la suite. C'est bon? Hey, super! Yes. On se voit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Puis, merci tout le monde. Achetez mon livre, là. Oui, super bon. Ciao. Bye.